Bonjour à toutes et à tous. On va être ensemble jusqu'à 21h30. Donc déjà, merci à tous et à toutes d'être venus, ça nous fait plaisir. Donc je vais me présenter rapidement, puisque c'est pas moi le clou du spectacle. Et donc je m'appelle Boris Kazik, je suis ingénieur, accessoirement DJ, producteur à mes heures perdues, mais je suis surtout membre de Global Warning Collective. Donc on est un collectif qui essaie d'interroger à peu près notre rapport au monde de la nuit et à la musique électronique. Il y a une formulation qu'on aime utiliser pour décrire ce qu'on fait, c'est d'essayer de créer des formats qui sont pensés comme des vecteurs de réflexion, dont l'objectif est principalement de remettre en question les rapports de domination en milieu festif, et on essaie de voir comment est-ce qu'on pourrait rendre la fête plus équitable et responsable. Donc je suis très heureux de parler avec vous aujourd'hui. Donc rapidement, lors de notre premier talk, on a échangé autour de la mobilité des artistes, la mobilité durable des artistes. Et aujourd'hui, on va parler image dans la musique électronique. On va partir d'un constat simple qui est l'image aujourd'hui, elle occupe une place centrale. Ça influence notre manière de choisir une soirée, de percevoir un artiste et même de définir en tant que tel l'art. On est à peu près au croisement entre le marketing, l'esthétique et l'économie de l'attention. Aujourd'hui, on se rend compte que l'image peut autant révéler qu'invisibiliser, pardon. Elle peut autant soutenir la création qu'en dicter les codes. On a aujourd'hui, notamment par les réseaux sociaux, évidemment, une course effrénée à la validation, au nombre de followers, ce qui est un peu un symptôme de notre monde actuel où on cherche à aller toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort. Wink. On essaie de jouer à l'étranger, tourner au maximum, sans franchement réfléchir aux conséquences ni pour l'environnement, ni pour notre propre santé mentale. L'objectif de cette table ronde est donc de voir comment est-ce qu'on peut rester fidèle à notre art dans un écosystème où la visibilité est aujourd'hui indispensable, et comment imaginer des formes d'expression et de diffusion plus sincères, inclusives et créatives pour les artistes, tout comme les organisateurs et le public. Alors, avant de te donner la parole, Johan, on va présenter nos intervenants et intervenantes du jour. Donc, vous pouvez vous présenter vous-même, c'est peut-être plus simple. Bonjour, moi je m'appelle Victoria. Je suis raveuse et fondatrice du média Subraves. C'est un nouveau média qui essaye d'interroger sur les questions qui fâchent, sur tout ce qui est lié à l'extrême droite montante dans la scène techno. C'est un média où on est 3 personnes et on essaye de faire un média qui ne promouvoit pas que des soirées, où on n'est pas seulement sur le côté argent, où on se pose des questions qui sont un peu plus clivantes et un peu plus difficiles. Et sinon, je viens de Pologne et j'ai connu la rave, ça fait 3-4 ans que je sors en rave, donc je suis assez nouvelle dans ce milieu, mais je suis sortie beaucoup, donc j'ai rattrapé le temps perdu. Eh bien bonsoir, moi je m'appelle Darzak, je suis chanteur, compositeur, interprète. Et la présentation s'arrête clairement là. C'est déjà pas mal. Bonsoir, moi c'est Lisa Mort, je suis DJ productrice et programmatrice de la Machine du Moulin Rouge à Paris. Hello, moi c'est Caroline, je suis aussi DJ Snake et je suis DJ et productrice et influenceuse à mes heures perdues. Faut pas avoir honte de ça, hein, au contraire. Ok, alors avant d'aborder le sujet, on va avoir une petite introduction de la part de Johan, d'un point de vue de son prisme de sociologue. Rapidement pour vous le présenter. Anthropologie, pardon, putain, je me trompe en plus. Donc rapidement, Johan est doctorant à l'école des hautes études en sciences sociales, s'intéresse principalement aux subcultures et aux pratiques musicales en ligne. Dans son travail, il réalise des entretiens avec des artistes et il a récemment publié un papier sur la découvrabilité de l'art et des artistes sur les plateformes. Donc Johan va un peu nous contextualiser tout ça de son point de vue et ça nous permettra d'embrayer pour la suite. Voilà. Merci Boris pour la présentation. Merci à Léo aussi et à Global Warning de m'avoir proposé du coup d'introduire cette table ronde. Et je vais essayer donc du coup de faire ça le plus brièvement possible afin que la parole puisse ensuite circuler. Donc j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant d'introduire le sujet en parlant brièvement de l'évolution de l'image des musiques électroniques au sens large, que ce soit à travers celle des DJ, producteurs, celle des soirées ou encore celle des publics. Puis ensuite ouvrir la discussion sur l'impact donc des réseaux sociaux, comme l'a dit Boris, et des plateformes sur ces imaginaires-là.
Donc pour commencer, je voudrais souligner le fait que les musiques électroniques semblent avoir une image assez particulière dans le monde, dans le paysage musical, si on compare cette image à celle d'autres genres musicaux comme la pop ou le rap. Et ça va peut-être vous paraître assez évident, mais pour moi, l'une des particularités qui fait l'image des musiques électroniques, et notamment de la techno, réside du coup dans le fait que ces musiques ne sont situées ni totalement dans les musiques dites populaires, ni totalement dans les musiques dites savantes. Et au contraire, ces musiques tentent plutôt de plusieurs manières à se jouer des tensions traditionnelles, on va dire, existant du coup entre les deux, et en combinant par exemple un héritage culturel attaché à l'histoire autant des technologies sonores sophistiquées et nécessaires pour produire et écouter ces musiques, et d'autre part l'imaginaire plus populaire, plus horizontal, plus collectif, à travers les raves, les teufs, les clubs, qui tirent plutôt ici leurs origines de la fête populaire traditionnelle telle qu'elle s'est toujours pratiquée. Et on peut aussi voir ces particularités-là à travers l'image du DJ qui a évolué en fonction de son statut, entre animateur tirant son héritage du coup des dancing, des bars ou encore des radios, et l'artiste électronique bien plus lié à la culture des avant-gardes musicales. Et si ces tensions se sont largement apaisées au fil du temps, elles restent encore parfois palpables, par exemple dans la distinction qui persiste parfois entre le DJ et le producteur. On peut le ressentir quand on s'interroge sur le positionnement et la légitimité d'un DJ set par rapport à un live dans un line-up, la place du DJ dans une salle de concert, la place que le DJ occupe par rapport au public. Maintenant, pour ce qui est de l'image des soirées, qui s'est pourtant forgée autour d'imaginaires plutôt politisés, encourageant l'expression de soi, le partage collectif, a aussi évolué et a évolué en fonction des différents traitements médiatiques qui lui ont été appliqués et des diverses représentations qui ont été entraînées en conséquence. Mais aussi en fonction des récupérations commerciales qui parfois accompagnent, parfois exploitent depuis longtemps la musique dans les bars et les clubs, ce qui génère aussi, en réaction, des résistances comme la recherche de fêtes plus libres ou du moins autogérées. Et enfin, l'image du public, grâce à qui ces musiques survivent aussi, a évolué et fait aussi évoluer les musiques électroniques, parfois en puisant dans l'héritage, encore une fois, plutôt politisé, par exemple de l'histoire américaine de la techno, tantôt dans l'imaginaire plus feutré des avant-gardes artistiques européennes, ou encore tantôt se rattachant à l'imaginaire horizontal de la fête populaire traditionnelle, tantôt en adhérant au jeu de l'entre-soi plus bourgeois et de certaines soirées et de certains lieux. Et on verra du coup, certainement, je pense, au fil de ces conversations-là et de ces échanges, que tout cela ne s'est jamais vraiment fixé et plutôt constamment repensé au fil des nouvelles expériences, représentations qu'ont traversé les musiques électroniques. Et l'ensemble des images et imaginaires que portent les musiques électroniques et que l'on lui fait parfois porter aussi, les complémentarités et les tensions qui les animent ont aussi évolué avec les différents types de médias indispensables à la fois dans leur construction et dans leur propagation. Et pour montrer cela, on peut prendre l'exemple des premiers DJ encore qui étaient animateurs de radio et qui, sans utiliser l'image au sens propre, avaient pour travail quand même d'illustrer avec des mots les morceaux joués afin d'attirer l'écoute ou valoriser des artistes. On peut y voir aussi l'apparition du clip musical comme nouveau format faisant intervenir plus que jamais l'aspect visuel motivé entre autres par la télévision, MTV par exemple, le développement de l'écoute individuelle à l'arrivée des baladeurs MP3 iPod qui d'un côté a pu désolidariser certains aspects collectifs mais d'un autre a pu remettre du poids dans la qualité de l'écoute et du lien intime entre l'auditeur et la musique. Ou encore Internet et la démocratisation de l'accès à la musique et aux technologies de production avec les ordinateurs jusqu'à l'installation aujourd'hui des réseaux sociaux devenus omniprésents dans la communication. Et du coup, je vais m'arrêter sur ce dernier exemple pour finir et introduire les 4 axes proposés pour la discussion de ce soir. Donc à travers des plateformes comme Instagram, TikTok, les artistes, programmateurs, labels doivent repenser leur relation à la découvrabilité, c'est-à-dire la manière dont ils attirent les divers publics vers leur musique et leurs soirées. Et si cela demande d'une adaptation certaine, cela permet aussi de réactualiser des questions toujours ouvertes et que je propose de reposer à l'ensemble des invités ce soir, comme à qui adressons-nous nos activités, comment concilions-nous la réalité numérique de ces plateformes avec la réalité plus locale et humaine des événements et des performances, jusqu'où sommes-nous prêts à négocier avec ces nouveaux modes de communication et peut-être comment pourrions-nous créer encore des alternatives à cela.
Pour ce que les réseaux créent maintenant, je pense bien sûr aux nouveaux formats comme les vidéos de format court, qui impliquent de sélectionner et parfois décontextualiser ou recontextualiser des extraits de performance, souvent en cherchant les moments les plus spectaculaires d'une soirée. Cela peut avoir des impacts sur la musique elle-même, par exemple en faisant du drop le moment phare à partager. Et cela pose aussi la question de ce que nous voulons montrer de la musique que nous produisons ou écoutons, mais aussi des avantages et des inconvénients à accepter de la résumer en quelques secondes. Dans le même temps, les réseaux sociaux permettent aussi de créer de nouveaux terrains de travail et de nouvelles possibilités à des statuts, des fonctions liées aussi à l'aspect visuel des musiques électroniques, comme le statut du coup d'influenceur musical ou celui de directeur artistique. Et pour ce qu'elle relie, je pense que l'on peut parler du lien de plus en plus étroit entre visuel et musique, ce qui permet aussi aux musiques électroniques d'attirer des profils provenant par exemple des arts numériques et inversement, c'est-à-dire des musiciens électroniques vers les arts numériques. D'autre part, avec les algorithmes de recommandation aussi précis, ces plateformes mettent en réseau des amateurs intéressés par de mêmes niches musicales et permettent alors d'y trouver des formes de soutien ou donner lieu à de nouvelles collaborations. Et enfin, pour ce qu'elle invisibilise, nous pouvons penser à tout ce qui ne rentre pas dans ces profils de musiciens, ceux qui ne se reconnaissent pas dans le rythme de production imposé par la découvrabilité au sens de ces plateformes, ceux dont le propos musical n'est pas adapté à ces formats, et bien d'autres que nous allons certainement aborder ce soir. Quoi qu'il en soit, c'est finalement, entre autres, à travers ces nouvelles technologies de communication que l'image dans les musiques électroniques continue d'attirer, créer, relier, invisibiliser certaines tensions de ces musiques qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais aussi de nouvelles dimensions, qu'il s'agisse de nouveaux modes d'expression qui tirent parti de ces négociations avec ces nouveaux formats, ou qu'il s'agisse des nouvelles formes de résistance, d'alternatives qu'elles génèrent en réponse. Et voilà, et c'est tout pour cette introduction. Et je vous remercie pour votre écoute sage, et j'ai hâte d'entendre vos différents points de vue sur la question. Super, Johan, t'as dit beaucoup de choses intelligentes pour moi. Non, plus sérieusement, comme Johan l'a évoqué, l'image attire en créant du désir, en fait. Et moi, je pense que dans un premier temps, pour enchaîner, ce serait intéressant de voir comment est-ce que ça se traduit pour le public, ce désir, et pour les artistes. Une petite question simple pour commencer, mais d'un point de vue, dans un premier temps, consommateur et consommatrice de musique. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie, par exemple, d'aller à une soirée aujourd'hui ? Moi, qu'est-ce qui me donne envie d'aller à une soirée ? Ça va être déjà le line-up. Et moi, je sors plus en club depuis. Et du coup, un line-up de club, je pense que peu importe le line-up, j'irai pas. Mais par contre, aller voir des concerts, des trucs un peu plus deep, de concerts ambiants dans des petits comités. Voilà, je préfère ce genre de petite ambiance où on va écouter l'artiste plutôt que dans une ambiance de fête où personnellement je m'y retrouve plus beaucoup, quoi. Ok. Je pense que je vais mettre les pieds dans le plat un petit peu directement parce que même si évidemment le line-up il est hyper important, si je vois le meilleur line-up de ma vie mais que je sais que la soirée a mauvaise réputation ou que j'y suis allée et que j'ai croisé un public qui n'était pas respectueux ou ça s'est pas bien passé, etc., il y a de fortes chances que même avec le line-up de mes rêves, je ne foute pas un pied dans la soirée parce que je risque de pas m'y sentir bien, de pas me sentir safe ou de juste pas passer un bon moment parce que l'environnement qui accompagne ce line-up va faire que je vais pas passer une bonne soirée. Donc justement, je pense que ça va être un ensemble de différents facteurs. Évidemment le line-up qui est très important, mais aussi en fait tout simplement bien sûr la communication, mais au-delà de la communication, juste la réputation un petit peu, c'est-à-dire un petit peu ce truc de bouche à oreille, de me dire est-ce que ça va être safe en tant que femme, est-ce que ça va être safe en tant que personne queer, etc. Est-ce que je vais passer un bon moment dans le public avec mes voisins de club ou de concert pour être dans la continuité de ce que tu dis. Et donc du coup, ouais, je pense que aussi, en ce qui me concerne, l'environnement de la soirée peut primer même sur le line-up parce que je serais plus à même d'aller dans une soirée où des personnes comme moi, entre guillemets, m'ont dit que l'ambiance y était bien et qu'elles s'y sont senties bien avec un line-up qui me parle pas forcément, que au contraire un line-up qui me parle beaucoup, mais par contre où je sais que je vais pas me sentir à ma place et pas forcément passer un bon moment dans la foule. Ouais, c'est très pertinent ce que tu dis.
Non, mais c'est très bien. Moi, je pense personnellement, sur mon expérience clubber, je pense direct à un club comme Essin qui a pris un parti pris dans sa communication. Quel type de personnes étaient attendues sur le dance floor, quel type de musique allait les attendre. Et je pense que ça conditionne d'une certaine manière forcément le type de gens que tu auras chez toi, même si évidemment c'est très difficile de tout contrôler. Lisa, toi, donc on a discuté un petit peu en préparant cet entretien, à quel point l'image d'un artiste, elle influence ta décision sur un booking, parce que nous Théo a abordé le côté musique, et toi l'image, l'influence dans ça, tu te situes où? Je dirais qu'il y a beaucoup de gens maintenant on est dans une crise un peu économique où les gens ont plus d'argent pour sortir. Donc c'est très difficile de faire venir des gens dans le club pour la découverte. Ils vont plus forcément acheter un billet comme on faisait avant en disant on truste le club ou on truste le collectif et on va découvrir un artiste. C'est très rare maintenant. Maintenant les gens en veulent pour leur argent et du coup en général ils vont venir pour des headliners. Ce que je trouve hyper dommage parce que du coup ça laisse plus vraiment de place à la découverte et aux artistes un peu plus newcomers qui sont pas forcément bons en com par exemple et pourtant la musique est chambée. Du coup c'est un peu on doit un peu jongler entre ça à la machine parce qu'on est quand même un très gros club avec une grosse capa. Du coup quand on ouvre les deux salles on est obligé de jouer entre headliners qui va vendre du ticket et trucs plus intéressants qu'on défend mais qui va pas vendre de tickets du tout. Et c'est très difficile en vrai de jongler entre les deux parce qu'en fait les headliners vont nous plomber le budget. Et du coup c'est très difficile après de mieux accueillir les midliners ou newcomers. Donc voilà, c'est vraiment très délicat depuis que c'est la crise financière en fait. Mais malheureusement, les gens viennent surtout pour les headliners et pas forcément des gens qui sont dans la scène depuis longtemps et qui ont une grosse carrière, mais des gens qui sont hyper connus sur les réseaux ou qui buzzent. Et ça, c'est dommage aussi, je trouve. Mais on sent que ça a une grande place dans les ventes de tickets, ouais. Okay. Et dans les choix artistiques Dans les choix artistiques, justement, moi, j'essaye de jongler entre les deux. C'est-à-dire que je vais jamais booker un artiste qui buzz que je trouve nul, ça c'est sûr et certain, mais je vais essayer quand même de choper des artistes qui buzzent pour vendre des tickets pour sauver le club, parce que sinon il ferme en quelques mois en fait, mais quand même toujours en pluguant avec ces headliners là, des newcomers qui je trouve fit au line-up, ou newcomers ou midliners d'ailleurs, mais voilà, essayer de jongler entre les deux quoi. Ok, c'est intéressant. Victoria, toi, tu t'es introduite en tant que polonaise et on a pu discuter, tu m'as dit que tu as pu découvrir la scène ailleurs. Est-ce que donc, les codes qu'on a évoqués ici pour le moment, est-ce que c'est des choses que tu retrouves sur les autres scènes qui ne sont pas la scène française, ou tu sens peut-être un rapport différent du public avec l'image, avec ce qu'une soirée dégage en amont? Alors, en Pologne, la scène, déjà, c'est une scène qui est mixée entre la scène polonaise et la scène ukrainienne. Vu qu'avec la guerre, on a énormément de collectifs ukrainiens qui sont arrivés sur la scène. Et c'est souvent ceux qui font le plus de hard techno. Donc, il y a un grand essor de hard techno. J'ai l'impression que les collectifs vont beaucoup plus passer leurs résidents en avant. Les résidents, ils sont vraiment primés. Et sur des soirées, il y a un artiste étranger. Et tout le reste, c'est toujours les mêmes résidents. Donc en fait, ils font beaucoup plus mettre en avant leur scène locale et ils font jouer de temps en temps un headliner par-ci par-là. Mais les soirées comme Télétech n'ont pas autant de succès en Pologne parce que les gens essayent de quand même soutenir les gens de chez eux. Et ça, c'est joli, je trouve. C'est quelque chose. En France, je sais qu'il y a certains collectifs comme la Too Much, Gallo Gallo, je sais qu'ils font beaucoup jouer leurs résidents, ils font beaucoup tourner entre les collectifs et leurs résidents, mais il n'y a pas cette entraide en fait que je ressens là-bas. Ok. Je peux dire un petit truc ? Avec plaisir. Je pense que il faut pas confondre non plus Paris et la France. Et le reste de la France, ouais. C'est-à-dire que moi, je suis breton et je suis aussi directeur artistique de festival. Et je sais que je dois réfléchir à mon line-up pour faire plus plaisir au public qu'on a chez nous, qui est un public quand même de Saint-Briac, de là où je viens, ça reste une station balnéaire où il y a pas mal de bourgeois. Du coup, il y a des trucs qui, moi, me parlent, qui sont un peu deep, que je vais pas inviter parce que j'ai quand même un public à faire boire et à faire rester. Mais par contre,
je fais un peu ce que je veux. C'est-à-dire que je suis pas obligé d'avoir une tête d'affiche pour qu'il y ait 1200 personnes qui soient là sur mon festival. Et ça, je pense que c'est vraiment à prendre en compte, c'est que, ok, il y a Paris, Lyon, Marseille, ou j'en sais rien, encore Marseille c'est différent, mais les grosses villes et le reste de la France, c'est pas pareil, quoi. Bah, ce qui est bien, c'est que ce soir sur scène, vous me dites si je me trompe, mais je pense qu'il n'y a personne qui est originaire de Paris. Lisa, toi, tu es de la scène sur Clermont-Ferrand. On peut pas parler en fait. Ouais. Caro, toi, tu es de... Pas Rennes, non, pas... Ouais, vers Rouen, mais vers Rouen, du ouais, j'ai Rennes ou pris- Rouen, j'ai- j'avais une je suis pas de chance Paris. sur En tout cas, je suis pas de Paris. Je suis pas de Paris. Ouais. Donc c'est intéressant ce que tu dis. Et est-ce que ton public, est-ce que c'est des gens qui se déplacent de Paris pour voir les artistes que tu invites parce qu'ils parlent à une scène, enfin un public ici, ou tu sens qu'il y a quand même de l'engouement local? Comment ça se passe? Parce qu'on parlait aussi de l'aspect économique avant et gérer entre les headliners ou artistes que ça sélectionnait davantage pour leur direction artistique. Enfin, comment est-ce que tu vois ça? Bah, nous, avec notre collectif Maison Beryl, ça fait une dizaine d'années qu'on organise des soirées à Paris, donc forcément on a un public parisien. Mais en vrai, chez moi à Saint-Briac, bon, je dis Saint-Briac, mais c'est Saint-Malo, Dinard, Saint-Lunaire, tout ça, il y a tellement rien qu'en fait tu fais un truc, les gens ils viennent. Donc je pourrais inviter que des gens pas connus, on va dire. J'aurais quand même 1000 personnes, tu vois. Alors que, tu vois, j'ai mes potes de Contrepoint, qui c'est un collectif de Saint-Malo. Il n'y a pas un seul artiste qui est connu dans le collectif. Ils font ça pour se faire kiffer. Mais en attendant, ils font des events tout l'été. Et à chaque fois, il y a entre 800 et 1200 personnes. Donc les gens, ils viennent faire la fête, en fait. Chez nous, il n'y a pas de... Alors, encore une fois, c'est pas la même chose. Parce que nous, on organise des événements en plein air. Je sais que ma pote Joséphine, qui a récupéré la direction de l'Escalier Club, elle a quand même des petits trucs où c'est un peu plus touchy, parce que nous, quand c'est un club, notre seul club, même à Saint-Malo, enfin il y a le 109, mais bref, l'Escalier Club, bah pour y aller déjà c'est 20 minutes de bagnole minimum. Moi, de chez moi à Saint-Briac, si je veux à l'Escalier, c'est 45 minutes de bagnole. Donc bah, tu prends la bagnole arrachée, tu reviens arraché, et du coup en fait il y a plein de gens, si tu mets pas un gros nom, et bah, les gens ils vont pas faire 40 minutes de bagnole pour perdre leur permis pour une soirée qu'ils vont zapper 2 jours après. Donc c'est encore différent, tu vois, ça dépend de la production de l'événement. Si c'est un open air, chez nous, tu peux être sûr, tu peux inviter n'importe qui, et même le petit frère du poteau qui vient de se mettre à mixer, tu peux être sûr il va y avoir plein de gens. Donc ouais, ça dépend de l'environnement et de la ville, je pense. Mais c'est parce que, enfin, je pense que c'est aussi une question d'offre. Enfin, c'est lié à l'offre aussi. Et pour rebondir aussi sur ce que Lisa disait sur aujourd'hui la nécessité d'avoir un headliner. Bon, alors moi je suis pas organisatrice, mais je le vois à ma petite échelle, bah, avec la Too Much, etc. Comment ça a pu évoluer et comment avant ils arrivaient à sold out une soirée sans même avoir reveal le line-up. Et en fin de compte, le line-up c'était des DJ obscurs. Enfin, quand je dis obscurs, enfin, fallait vraiment être dans une niche de fou pour les connaître, etc. Enfin là, s'il y a aussi une exigence d'headliner et notamment à Paris et bien sûr dans les grandes villes aussi, enfin là ça s'étend à Bordeaux, Lyon, comme tu disais Marseille c'est effectivement un petit peu plus spécial, c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus d'offres et donc du coup je pense qu'il y a une nécessité aussi de faire la différence quand en fin de compte un samedi soir et tu vas avoir un Miamao, une machine, enfin je dis des conneries, je parle 1 km 25, un Trabendo, etc. tous avec des grosses têtes et que toi tu as envie de faire un peu pas ce qui te chante mais en tout cas d'amener une programmation qui soit un peu plus niche et sans headliner ou en tout cas à moindre mesure, mais en fin de compte c'est là aussi que c'est pénalisant et donc du coup je pense que au-delà du plein air, pour rebondir, et ça se trouve je dis des conneries parce que encore une fois en fin de compte c'est pas mon domaine d'action, je pense qu'il y a aussi ce truc d'offre justement et je pense que ça rejoint du coup le sujet dont on aborde qui est celui de la concurrence en fait, tout simplement. C'est qu'en fait on est même je pense en voulant bien faire, il y a un petit peu cette exigence de ouais mais en fin de compte si celui d'à côté ou enfin met plus ou etc, bah, en fait tout simplement je remplis pas ma soirée. Et à Paris aujourd'hui je pense que c'est un des soucis, c'est que c'est un peu bouché. En fait, il y a énormément d'offres, il y a énormément de possibilités de sortir. Il y a beaucoup de newcomers en tant que ravers qui vont aller là où il y a des noms les plus connus. Et donc, malheureusement, ou enfin, ça peut être malheureusement en tout cas, il y a une nécessité de s'aligner là-dessus parce que juste sinon, tu remplis pas ta soirée et il y a une réalité économique à prendre en compte. Ça rejoint le fait qu'il y ait d'autant plus la nécessité d'avoir une identité en tant que collectif ou festival ou... J'allais rebondir là-dessus quand même pour faire honneur
au thème de l'émission, tu Je vois. fais mon taf quand même. Ah ouais, non, c'est parce que je voulais dire, rebondir sur ce que tu disais, c'est que tu faisais partie de la Too Much, toi, c'est ça? Ou t'en fais encore partie? Ok, c'est sur le coup, carrément. C'est que, pour rebondir un peu sur ce dont on parle, il y a tous ces trucs de headliner et tout ça, mais vous avez quand même réussi, comme tu disais, à vendre, en tout cas à l'époque où ça s'appelait la Darude, l'importance de l'image et de ce que tu rejettes d'une soirée peut aussi énormément peser dans la balance. Et dans des soirées comme Myst et tout ça, je sais pas s'ils en font encore, mais je sais que à l'époque ils défendaient aussi un mood. Et en fait, peu importe s'il y a des headliners ou pas, les gens ils venaient pour le mood de la soirée. Et en plus, on est à Paris, il y a quand même énormément de genres de gens, chose que j'ai pas chez moi. Et du coup, tu peux aussi proposer quelque chose. Alors, je suis d'accord sur un truc, sur une salle comme La Machine ou sur une grosse salle où tu dois ramener 2000 personnes dans tous les cas, t'as pas le choix. Mais si tu proposes des formats un peu plus deep, dans des salles un peu plus restreintes, tu peux blinder en proposant des soirées avec des artistes plus jeunes ou moins connus ou moins un réseau, je sais pas quoi, comme on dit. De par le fait que tu vends une identité, un mood, je dis ça. Non mais alors moi je suis d'accord avec toi en tant que cliente, c'est-à-dire que moi demain, comme ce que je disais tout à l'heure, je suis 100% capable d'aller à une soirée. Enfin là dernièrement celle que j'ai découverte, alors que c'est pas forcément mon style de musique, ça va être la groove, tu vois, où on m'a dit, enfin vraiment, va là-bas, on m'a dit que le mood était trop bien, etc. Alors que c'est pas mon style, mais j'y suis allée et effectivement le mood était exceptionnel. Mais pour rebondir sur ce que tu disais sur la Too Much, et encore une fois, enfin j'en suis pas forcément leur ambassadrice. Je veux dire, moi j'organise pas la Too Much, c'est pas moi qui fais les événements, etc. Sauf que il y a 3-4 ans, quand moi j'ai commencé à sortir à la Too Much, et ce qui m'a juste littéralement donné l'amour de la musique et de faire ça, littéralement on y allait pour le mood, on y allait pour ce truc très coloré. Moi j'y allais en me disant justement, les gens, littéralement un peu le tout Paris se fout de la gueule de cette soirée, parce qu'à l'époque c'était ça, hein. Enfin c'était considéré comme étant pas un peu si cool kitsch, que ça à l'époque. en dehors des codes, etc. Il y avait un vrai truc, un peu de la vanne, bon voilà. Mais aujourd'hui, et pardon, je veux pas faire défaut à mon collectif et s'ils m'entendent qu'ils se bouchent les oreilles, mais aujourd'hui, je mets ma main à couper que sur un samedi soir où il y a d'autres grosses soirées dans Paris, etc., la Too Much ne remplit pas sans annoncer un line-up et sans mettre de headliner et en ne mettant que ses résidents. Donc à savoir, je sais pas, une soirée composée de Kaline Football, enfin DJ Kaline, DJ Football, moi et Canel Double Kick par exemple. Peut-être que je me trompe, mais je suis prête à parier que la soirée se vend pas super bien. Ça dépend donc... et encore. Tu fais un point éphémère, tu le blindes. Oui, non mais... faut voir le nombre de personnes. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis que l'économie de ta soirée peut varier en fonction de ce que tu as envie de faire, tu vois. Et d'un autre côté, moi je pense qu'il y a quand même une envie de ces line-up qui sont secrets, parce qu'il y a plein de nouveaux formats qui sortent, comme la Set Circle, la Raw XXS ou la Blur, où il y a une envie d'être surpris, de faire une soirée petite, où il n'y a pas de vidéo, pas de photos, et un retour à la rave, la vraie, où les DJ ils sont pas annoncés, on n'est pas obligé de jouer avec ça. Et elle marche quand même. Donc je pense que c'est vraiment un choix que chacun doit faire. Bien sûr, parfois on suit certains artistes parce qu'on a envie de les faire. Moi, par exemple, je ne suis pas certains artistes aussi, dans le sens où s'il y a un artiste comme Oli Priest, c'est sûr que je ne rentre pas dans la rave. Je préfère louper tous les autres artistes, je suis désolée. Mais il y a certains artistes qui me font fuir. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi cette envie de faire des plus petites soirées et des plus petits formats. Et c'est très très important de leur donner de la force. Ouais. Parce qu'ils en ont besoin. Et pour que ça subsiste, il faut leur donner de la force. Peut-être, je sais pas si je peux encore rebondir avant qu'on parte au sujet suivant. Avec plaisir, sinon je me vraiment, c'est le but. Mais en fait, je regardais une interview de Carl Cox il y a pas très très longtemps, qui disait que en fait la mainstreamisation de la techno, et art techno, enfin en tout cas trans art techno, enfin on va dire le genre qui lead en ce moment, c'était pas une mauvaise chose en soi, parce que ça allait amener à une nouvelle scène underground, parce que là aujourd'hui, ce que le constat qu'il faisait, c'est que l'underground est devenu mainstream, donc à savoir ce que nous, enfin voilà. Et il disait que donc du coup ça allait émerger sur une nouvelle scène underground qui justement était en mode un petit peu en fait ça qui était à la base à nous et un truc un peu niche, maintenant c'est au grand public, et donc avec tous les défauts qu'on lui connaît, et notamment le public, et donc du coup on allait se ramener là-dessus. Et même si je suis
complètement d'accord avec ce que tu disais par rapport à ces formats XXS auxquels il faut donner de la force, etc. Et je suis entièrement d'accord. Enfin, moi, demain, on me propose une too much à 400 personnes, à l'ancienne, genre vraiment un petit truc tout resserré, mais tous les jours j'y vais sans connaître. Enfin, ça va être trop bien, évidemment. Mais en fin de compte, ça montre aussi la victoire finalement de ce truc un petit peu mainstream où, en fin de compte, on laisse. Enfin, on se rend compte que c'est plus à nous, que ça fonctionne plus comme ça, et que donc il faut se rabattre vers un nouveau truc un petit peu underground parce que justement le mainstream a pris le pas, et donc sauf qu'en fin de compte il y a très peu de collectifs qui grossissent, qui peuvent se permettre de revenir à des formats moins gros. Quitte à perdre des sous dessus, etc. Parce que juste, c'est le. Enfin, même moi, ça me trouve le cul de le dire, mais ça me fend le cœur, pardon. Langage. Mais t'as cette réalité-là de, en fait, je vais gagner moins, je vais amener moins de monde, et donc du coup, j'ai peut-être un modèle qui est moins viable pour le truc que je suis en train de construire. Ouais. C'est vrai ce que tu dis, ils peuvent se permettre de baisser, pas les attentes, mais disons que ne pas, par exemple, donner de line-up, etc., c'est parce que le nom du collectif est déjà bien établi sur cette scène en particulier. Mais Lisa, je rebondis sur ton côté programmatrice. Il n'y a pas si longtemps que ça, tu as décidé de scinder la programmation de la chaufferie à la machine et la salle principale. Donc, est-ce que ça rentre aussi dans cette logique de soutenir des projets peut-être plus petits, leur donner de la chance de pouvoir jouer dans une belle salle malgré le fait qu'ils n'aient pas les moyens ou pour booker des gros artistes sur la scène principale? C'est exactement le but. Moi, en fait, j'étais programmatrice avant la machine au 101 Club à Clermont-Ferrand, qui est un club hyper underground. Je viens vraiment de ça. On bookait que des line-up méga niches. Vu qu'on n'avait pas de concurrence à Clermont-Ferrand, ça marchait. Jusqu'à un certain point, parce que le club a malheureusement fermé en mai, parce qu'il a subi les conséquences des soirées art techno qui se sont implantées en face. Et donc, on a perdu tout le public. Donc moi, en fait, à la machine, c'était un peu mon challenge, c'est que c'est la première fois que je bookais un club aussi gros en termes de capa. Vu que moi, je viens de l'underground, j'avais l'impression de me trahir un peu dans mes valeurs, de devoir booker autant de headliners. Et en fait, petit à petit, ça s'est imposé à moi. En fait, j'ai vu que même en faisant des énormes line-up sur des quartiers rouges, qui restent de la musique électronique de niche, bass music, ou alors techno vraiment de niche, je mettais quand même des fois 5 headliners, des headliners niche, mais headliners quand même qui me coûtaient cher. Et même comme ça, on se prenait des fours et je me disais, c'est pas possible, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Et puis moi, du coup, je me faisais plus du tout plaisir sur les line-up parce que j'avais l'impression de plus du tout pouvoir booker d'artistes underground ou alternatifs ou de collectifs alternatifs. Et du coup, j'ai demandé à la Team Machine, j'ai dit, est-ce que, s'il vous plaît, en fait, ma seule solution, là, c'est qu'on coupe le club en deux et qu'on fasse 2 clubs dans le club, au moins 3-4 fois par mois. Donc du coup, parce que moi, la chaufferie, c'est mon club préféré à Paris. J'aime trop la chaufferie. C'est particulière là-bas. Ouais. Ça me rappelle en plus le 101 Club à Clermont-Ferrand, donc du coup, je m'y sens vraiment bien. Et donc le but maintenant, c'est que là, on a commencé en novembre. Ça va prendre un peu de temps pour qu'on arrive à le faire 4 fois par mois, parce que j'avais pris beaucoup d'avance sur la prog. Mais du coup, le but, c'est dans le club, d'avoir 2 clubs. Donc la chaufferie devient un club à part entière. Donc un club de 400 personnes, ce qui est pour moi la taille parfaite, avec un son de système chambé. Et là, je peux refaire des collectifs résidents alternatifs qui ne bookent pas de headliners. Même, je leur conseille de ne pas booker de headliners, parce que c'est justement fuck them. Vraiment, je n'ai pas du tout envie de remettre des prix comme ça. Et en fait, ça marche parce que 400 personnes, c'est plus facile à remplir. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Enfin, je dis pas que c'est méga facile, mais c'est déjà plus facile que 1400, quoi. Et en plus, la commu, en général, des collectifs que je vais choisir, peut remplir 350-400 personnes. Donc là, toutes les fois où on l'a fait, ça a super bien marché. Parce que du coup, ça fait que la salle d'en bas est blindée, la salle d'en haut aussi. Et les gens, vu qu'ils peuvent pas se promener entre les deux, les dance floors sont pactes du début à la fin. Et enfin, je peux développer un club de 400 personnes où du coup, je peux redonner l'espace à des artistes plus newcomers ou vraiment plus niche, quoi.
Ok, bah, c'est vraiment très très cool en tant que clubbeur d'avoir des initiatives comme celle-ci dans un monde où, enfin, quand on regarde sur Shotgun, j'ai plus la stat exacte, mais sur un week-end à Paris par soir, il y a pas loin d'une centaine de soirées, peut-être, je sais pas trop. Donc pour choisir, c'est un peu compliqué, mais c'est une très bonne initiative. On parle d'image, forcément, il y a un sujet qui intéresse particulièrement tout le monde aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, notamment. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a encore aujourd'hui une chance de réussir avec un projet qui ne rentre pas forcément dans les codes qui sont installés, dans les codes, quand je parle des codes installés, c'est les codes sur les réseaux, globalement, qui sont à peu près bien établis sur ce genre de choses. Voilà, les réseaux, ça peut être une opportunité, pour notamment les DJ qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas dans des grandes villes, etc. À l'époque, c'était compliqué de sortir de leur scène entre guillemets. Aujourd'hui, ça leur permet peut-être de péter. Enfin, Lisa, on avait parlé de ça, notamment de l'exportation depuis Clermont-Ferrand par Paris. Les réseaux t'avaient quand même bien aidé, mais d'un autre côté. Clairement, il y a un poids que cette course au follower aujourd'hui, quand on développe un projet artistique, il y a une pression de devoir répondre à certaines attentes, de développer le projet, etc. Donc, Lisa, je te pose la question à toi parce qu'on en avait parlé ensemble. Tu avais évoqué justement cette pression des réseaux sociaux, de la course au follower, etc. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Enfin, comment est-ce qu'on le vit en tant qu'artiste? Là, je te parle de ta casquette artiste cette fois-ci. Bah, c'est hyper compliqué, surtout quand on se sent pas à l'aise avec ça. Moi, par exemple, je sais que je suis pas du tout à l'aise avec TikTok. Pas parce que j'aime pas ça, c'est juste que je suis milléniale et que j'ai pas vraiment grandi avec TikTok et j'ai du mal à prendre le pli. Et en fait, j'arrive pas, je suis mauvaise là-dedans. C'est pas que je veux pas, c'est que c'est pas naturel pour moi. Et je sais très bien qu'il faudrait que ça m'aiderait à donner plus de portée à mon projet, mais juste j'y arrive pas. Et le fait que je me sente pas à l'aise avec ça, et du coup je me dis tant pis, je vais perdre une certaine portée que je pourrais avoir si j'apprenais à faire des réels et tout. Mais en fait, si je le fais de manière pas naturelle et que je suis pas à l'aise avec ça, ça va être super bizarre et ma com va plus être honnête. Du coup, je préfère ne pas le faire. Même si je sens quand même que ça bloque à un endroit où je pourrais développer encore plus, donner plus de visibilité au projet. Mais et puis après, il y a aussi ce truc où, vu que moi j'étais à Clermont-Ferrand avant, j'ai été obligée d'utiliser les réseaux sociaux pour jouer en dehors de Clermont-Ferrand, parce que sinon, on joue que à Clermont-Ferrand, quoi. Et ça m'a grave aidé, mine de rien, c'est grâce à ça que j'ai tourné dans toute la France. En fait, il y a eu aussi, j'ai développé du coup une addiction à Instagram qui est hyper malsaine, une addiction à la validation, où j'ai l'impression que si je suis pas validée, si j'ai pas assez de likes sur ce post, et peut-être que mon set était nul, ce qui est complètement débile. Mais en fait, on développe des addictions à cause de ça, et ça c'est hyper compliqué. Et puis il y a aussi malheureusement ce truc de se comparer tout le temps, constamment aux autres artistes. Du coup, dès que nous, on a un petit creux de la vague, ce qui arrive dans toutes les carrières, qu'il y a un mois où on a moins de gigs, et tout de suite on va se remettre en question en mode ça y est, c'est peut-être que je suis nulle, c'est peut-être que je suis à côté de la plaque, parce que ma pote à côté, elle a 2 fois plus de gigs, donc forcément c'est qu'elle est meilleure que moi. Et c'est pas la vérité, en fait, tout ça c'est pas la vérité, parce que tout le monde manipule les informations comme ils le veulent. On peut faire 10 fois plus de com un week-end où on a plein de gigs. On fait plus de com et du coup tout le monde a l'impression que notre carrière elle explose, alors qu'après on n'a pas de gigs pendant 2 semaines et là on n'en parle pas par contre. Et du coup voilà, tout ça c'est des trucs hyper toxiques au quotidien qui sont pas du tout bons pour la santé mentale et moi qui me font énormément de mal. Mais en même temps, je me dis, le fait d'essayer de rester sincère dans ma com et d'essayer de m'amuser avec, en essayant je sais pas, j'essaye de poster des trucs quand j'ai l'inspi ou quand j'ai envie de faire une blague ou des trucs à la con, et du coup ça rend le truc un peu plus décomplexé et moins pressurisant, où je regrette moins de le faire, quoi. Oui, il y a un truc, ça me fait penser à un truc. Théo, tu m'avais partagé une anecdote. Non, il n'y a rien de bizarre et compromettant, ça va. Non, mais tu m'avais parlé d'un réalisateur qui était tombé par hasard sur une de tes vidéos sur les réseaux et ça t'a décroché l'opportunité de pouvoir composer de musique de film. Et donc ça montre quand même, en restant sincère dans
dans le contenu que tu proposes, tu montres une vraie facette de toi. Et on parlait du fait que tu peux avoir, en postant un contenu qui fonctionne bien, tu as de facto, si j'ai bien compris, un peu plus de bookings qui arrivent. Mais pour des projets alternatifs comme le tien, tu as quand même une chance de pouvoir en fait, t'exprimer via ces médias. Ouais, bah c'est sûr que cette vidéo, une belle vidéo de con en plus. Fallait que pour remettre les gens dans le contexte, fallait que je tourne la roulette des styles et que tu vois, c'était avec Cinermag. Fallait que je tourne la roulette des styles. J'étais avec 2 gars qui filmaient et un intervenant qui m'interviewait. Et moi, j'étais tombé sur le style EDM. Donc j'ai fait un track Ibiza David Guetta 2012 où j'ai chanté, où on a écrit des paroles de con. Et en vrai, tous les gens qui ont vu cette vidéo, ils m'ont dit mec, elle était cool la track. Et du coup, je me suis bien marré à le faire. Mais c'est sûr que, comme tu dis, ça m'a rapporté le fait qu'il y a un gars qui s'est dit c'est qui lui. Il est allé voir après ce que je fais. Et après, il fait le boule de neige parce qu'il a vu mon clip du coup Legacy. Il a vu que je faisais de la musique à l'image. Et aujourd'hui, je travaille avec lui sur la musique de son prochain film. Donc oui, c'est cool. Et en même temps, j'ai rien d'autre à dire, c'est cool, hein, tu vois. Non, c'est un aspect positif. Ouais, il y en a énormément. Bien sûr. Il n'y a pas que des aspects négatifs. Ouais, évidemment. Mais si on retourne sur le côté pression, etc., Lisa évoquait le côté où elle se compare beaucoup, etc. On fait que ça, mec. Ouais. Et il y a un sujet qu'on est obligé d'évoquer, évidemment, c'est la place des femmes dans cette course des réseaux sociaux. En tant que femme, vous vous sentez, enfin, c'est pas une question, je pense que c'est un fait, vous êtes traitée différemment sur les réseaux. Je vais commencer à parler sur ce sujet. Ouais, je pense que t'es bien qualifié pour parler à leur place. Vous avez un traitement, c'est un fait, vous avez un traitement bien différent. Il y a un peu ce côté double contrainte sur l'image. Soit vous en faites trop, soit pas assez. Le moindre fait et geste est scruté, j'ai l'impression. Ton image doit forcément être plus réfléchie. Tu dois de facto faire face à plus de jugements. Et je sais, Caroline, toi, c'est un sujet sur lequel tu t'exprimes et sur lequel tu t'es engagée. Non, pas trop. Bon, bah, Théo, t'en penses quoi alors? Non, ouais, bien sûr, mais en fait, c'est un sujet sur lequel je me suis engagée malgré moi, quoi. En tant que femme dans la société. En fait, évidemment, et ça, pour le coup, je pense que c'est valable dans le milieu de la musique, de l'art et dans tout autre type de boulot, hein, que ce soit vraiment un secteur corporate à la défense, le prisme premier, et c'est un biais cognitif, hein, je suis pas d'accord avec ça, mais le prisme premier par lequel nous, en tant que femmes, on est perçus, c'est celui du physique. Et peu importe ce qu'on arrive à accomplir dans nos vies, on non pas bénéficie, je sais pas ce que c'est le contraire de bénéficier, là je l'ai perdu, mais en tout cas on subit une présomption d'incompétence. C'est-à-dire que peu importe ce que tu vas faire, si t'es super belle, on va te dire elle a sucé pour elle en arriver là. Si t'es pas belle, on va te dire bah dégage la grosse, t'as rien à faire ici. Mais en fait, dans tous les cas, on va remettre en question tes compétences, en fait, tout simplement pour accéder à tel ou tel. Voilà. Donc présomption d'incompétence, je trouve que le terme est pas mal trouvé. Bref, mais donc du coup, enfin voilà, forcément, ça ajoute de ouf. Et après, ce que je veux dire, c'est que quand moi je me suis lancée en tant que DJ et sur les réseaux sociaux, etc. J'étais super préparée. C'était une évidence pour moi que la chose première sur laquelle on allait m'en attaquer, c'était sur mon physique, parce que bah voilà, le fait est que j'ai 15-20 kilos en trop. Ce que vous voulez que je vous dise, c'est la vie et c'est pas une dinguerie. Mais je savais que c'était là-dessus qu'on allait s'attarder. Mais au même titre que, en fin de compte, quand t'as une fille qui est super jolie, bah tu sais que c'est là-dessus qu'on va se concentrer d'abord en disant bah elle est trop belle. Si t'as des gros seins, on va se concentrer sur le fait que t'as des gros seins. Si t'as des petits seins, on va se dire la pas de seins. Enfin, en fait, c'est une évidence que ça va être le prisme premier par lequel va être perçu ton travail. Et c'est injuste et c'est pas cool. Personne m'a demandé de conseiller là-dessus, mais si j'avais un conseil à donner, c'est de se dire justement, en fait, il n'y a aucun moyen d'être parfaite là-dessus. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, si tu te caches en te disant je vais pas trop me montrer pour montrer que je suis une vraie musicienne et que j'utilise pas mon physique de façon péjorative ou méliorative pour arriver à mes fins, et bon on va te critiquer. Enfin en fait, il y a aucune bonne façon de satisfaire le truc, et évidemment du coup que la pression est un petit peu plus forte parce qu'on va te juger
sur des choses qui ne concernent pas ce que tu fais, mais ce que tu es. Ce qui est un peu moins le cas, je pense, même si c'est pas facile pour autant, hein, parce que être artiste, dans tous les cas, c'est s'exposer. Et s'exposer, c'est toujours difficile, que tu sois garçon ou fille, parce que justement, tu sais qu'on va t'attaquer sur tout un ensemble de facteurs qui n'est pas ce que tu produis, mais juste ce que tu es, et c'est pas ta faute. Mais je pense que cette exigence, elle est d'autant plus forte du côté féminin, parce que les biais cognitifs et la façon dont le monde fonctionne fait que tu es jugé en priorité là-dessus avant tout le reste. Ouais, c'est un effet de... Tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, vite fait. Oui, c'est vrai que ce truc de toute façon, dans tous les cas, même si tu fais un super set, le premier truc que tu vas avoir en commentaire, si c'est filmé, c'est forcément sur ce que tu as fait ou ton physique, ta tenue. Et moi, c'est un truc qui m'a beaucoup heurté mes premières années de DJing. Pendant 5 ans, je jouais que en free party dans les volcans d'Auvergne. Vraiment, c'était mon milieu. Et en fait, il y avait que des hommes assez âgés en plus, et du coup qui m'attendaient au tournant. Et moi, j'avais 17 ans la première fois que j'ai mixé en free là-bas. Et en fait, je me forçais à m'habiller en baggy et t-shirt long, alors que c'était pas mon style. Moi, j'ai toujours aimé m'habiller comme une grosse pétasse. C'est moi, c'est comme ça. Et en fait, je me suis forcée à me cacher parce que comme ça, j'étais plus legit et comme ça, je devais être forcément une meilleure DJ. Et en fait, c'est parce que tu joues pas sur vinyle, ça. Et pourtant, je jouais sur vinyle. Tu joues pas sur vinyle. On peut même pas me dire ça à l'époque. Non, mais ça, en fait, ça n'a pas loupé que le premier DJ set, je suis arrivée, il y a un man qui m'a... Déjà, il a mis 3 heures à me laisser les platines, et quand j'ai commencé à jouer, il m'a débranché la table de mixage, et il m'a dit, les petites pétasses comme toi, ça va pas sa place ici. Et alors que j'étais habillée en baggy et t-shirt long, donc en fait, qu'est-ce que ça aurait été si j'avais un croc-top? Mais genre, du coup, au bout d'un moment, j'ai give up, mais au bout de 3-4 ans quand même. Mais j'ai give up et je me suis dit, dans tous les cas, ils vont toujours me casser les couilles. Donc autant que je m'habille comme je veux et comme je me sens bien. Mais c'est dommage de réfléchir comme ça pendant autant de temps, c'est bizarre. Enfin, ça fait bizarre. Et juste pour du coup peut-être clore la micro-parenthèse que tu viens de nous faire, c'est que enfin voilà, je pense qu'on peut constater que toutes les deux on avait peut-être un style différent, ou on n'est pas dans le, enfin voilà. Et en fin de compte, dans tous les cas, t'es niqué, genre. Enfin, en fait, on va te venir te dire un truc. Je veux dire, et là, c'est là où je pense que l'expérience féminine, elle est assez universelle. Qui est beauty privilege, qui est pas beauty privilege, qui est forme, qui est pas forme, qui est couleur, pas couleur. Même si évidemment, c'est encore notre débat et que étant blanche, je peux pas m'en plaindre, même pas du tout. Enfin, bref, oula. Mais enfin, il y a tout. Enfin, ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, en fait, il y a une conséquence à ça, et que c'est une expérience qui est commune, et que bien sûr que le traitement, il est pas du tout le même. Il est pas, enfin, il est le même. Enfin, pour toutes les meufs, je pense qu'on a toutes subi des expériences communes, et ce, peu importe quel petit. Enfin bref. Dans tous les cas, ça va venir effacer les images qui sont non conformes, les minorités, les femmes, les médias. C'est quoi leur rôle dans ça ? Alors, nous, par exemple, chez Subwaves, on fait de la reverse discrimination. Ça veut dire que quand on va poster un profil de DJ, on va se dire, est-ce que c'est une femme ou c'est une flinta ? Si oui, on les fait passer en premier. Flinta, c'est femme lesbienne. Il est mignon. Femme lesbienne, femme lesbienne, intersexes, trans et asexuelle. Juste voilà. Pas des H. Mais en tout cas, on essaye vraiment de mettre en avant les personnes qui sont invisibilisées par la scène pour faire le petit lien avec le thème. Et c'est la priorité. C'est la priorité. Tu te considères comme un média engagé. Du point de vue artiste ou média de manière générale, il y a l'engagement personnel et il y a la réalité business. On sait que, d'une certaine manière, tes convictions personnelles peuvent potentiellement interférer avec du décrochage de booking en fonction des organisations, etc. Il y a l'image qu'on choisit de renvoyer, nos choix qui ont une influence sur ça. Comment est-ce que c'est quoi ton point de vue sur ça, sur les choix à faire? Alors, je pense que moi, je suis pas dans la team qui va vraiment critiquer les gens pour faire une petite faute ou ne pas être parfait. Je pense qu'on est dans une société qui est tellement complexe
que personne n'est parfait. Parce que c'est normal que si tu es DJ, tu vas à un moment jouer avec quelqu'un qui est ami, avec quelqu'un qui est ami d'un agresseur, par exemple. Et en fait, je pense qu'on est beaucoup trop focus. Moi, j'aime bien faire le parallèle avec le véganisme. Et les gens, par exemple, qui disent « Pourquoi t'es pas végane ?» et ils sont énervés contre ces personnes, alors que le plus, c'est de se dire « Ah bah aujourd'hui, j'ai pas mangé de viande et c'est trop cool. » Et c'est un peu la même chose avec la musique. Je pense que le plus de choses que tu fais bien, tant mieux pour toi et tant mieux pour ton image. Bien sûr, au point de vue, nous, en tant que médias, on est encore assez petits pour pouvoir faire tous les choix comme on veut. Mais avec le temps où ça grandit, où tu as des enjeux plus grands, en tant que DJ, j'imagine, ça doit être super stressant quand tu as des énormes orgas qui te bookent, qui bookent aussi. Et là, je vais faire la petite parenthèse avec Caro, qui bookent des agresseurs ou des personnes qui sont connues pour des comportements déplacés. C'est très compliqué comme décision, parce que d'un côté, tu joues ta carrière, et d'un autre, tu as envie de te pousser en avant. Mais tu vas toujours être critiqué de toute façon de n'importe ce que tu fais. Donc je pense que ça revient à un choix personnel. Et je ne juge pas. Je préfère dire c'est trop bien que tu as refusé un gig, ou c'est trop bien que là pour le coup tu t'es exprimé sur la situation d'un DJ qui est agresseur, etc. Mais je vais pas non plus descendre des personnes, et surtout des femmes, pour des choix qu'ils font pour leur carrière, parce que c'est déjà compliqué d'avoir parfois des bookings importants dans le monde des headliners d'hommes. Désolé. Tu prends cher. Voilà. C'est très bien pour tout ce qui est engagement, réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. De toute manière, on a énormément de sujets à aborder ce soir. En le préparant d'ailleurs, on s'est dit qu'il y avait en fait 4 mini-talks qu'on pouvait faire sur chacun des axes qu'on allait aborder. Moi, je voulais évoquer, surtout avec toi, Théo, donc Berzak a changé de projet artistique pour le petit contexte. Je pense qu'il pourra en parler mieux que moi. Je voulais aborder le côté, l'image comme un langage artistique. Toi, tu avais une communauté avant qui te suivait pour ce que tu faisais avant. Aujourd'hui, tu as pris un virage plus concert, avec un style de musique totalement différent. Tu chantes maintenant. Tu t'es construit une communauté autour d'une image que tu avais à un moment. Comment est-ce que comment tu as fait la transition entre les deux, et comment tu as fait pour prendre ta communauté avec toi dans ce nouveau virage? Je sais pas si, peut-être je me trompe, mais je sais pas si j'étais suivi ou si je suis suivi pour ce que je faisais ou pour qui je suis, parce que je pense avoir le petit truc qui faisait la diff, je crois, hein, je me jette pas de fleurs en disant ça, mais c'est que quand je me retrouve derrière, peu importe la machine ou les platines ou un micro, c'est que moi je me donne, je vis mon moment comme si c'était le dernier. Moi je suis en mode mentalité Dalida, tu vois, je veux mourir sur scène. Et du coup, en vrai, je pense que les gens... Alors oui, j'ai vu un petit départ. Il y a notre ami William qui nous filme en ce moment même, avec qui on s'appelle des heures et des heures et des heures entières à savoir comment on va faire pour faire en sorte que les gens comprennent que j'ai changé. Mais en vrai, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui me suivaient pour mon énergie et pour ce que je véhiculais sur scène. Et même si aujourd'hui je fais quelque chose de beaucoup plus pop et que j'ai mon micro et que parfois c'est de l'ambiant, là j'ai fait un concert à Main Room, à un moment sur mon heure 40 de concert, j'ai mis 15 minutes d'ambiant et j'avais les gens avec moi parce que je vis le truc, je transpire à mort et du coup en vrai j'en ai rien à cirer des gens qui me suivaient pour ce que je faisais avant. Si tu me suis pour ce que je suis et pour ce que j'ai à défendre, continue de le faire. Si t'es pas content, je t'invite à aller voir mes collègues qui n'ont pas changé de style, tu vois, ou découvrir la nouvelle scène qui fait ce que je faisais avant. Mais moi, je suis très content d'avoir oscillé sur ce nouveau départ.
Et j'espère que les gens comprendront. Et de toute façon, dans tous les cas, j'ai 11 000 abonnés. On est 8 milliards sur la planète. J'ai encore 8 milliards de personnes à aller chercher. Donc s'il y en a 1000 qui partent de ma page, eh ben bonnes vacances, tu vois. J'ai pas de... Voilà. Pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, vraiment ton discours il me fait trop plaisir et je suis hyper contente d'entendre ça parce que même si le sujet des réseaux sociaux, de la com, de tout ça, de l'image justement, il est hyper décrié et à raison parce que ça véhicule pas toujours les bonnes choses, je suis super contente d'entendre ça, surtout venant d'un artiste que moi je respecte beaucoup pour ce qu'il fait en termes de qualité d'artiste, sachant que je suis musicienne mais j'ai un petit peu moins ces qualités d'artiste et je surfe justement un petit peu plus sur cet aspect réseau. Je trouve qu'un vrai artiste, c'est quelqu'un qui est et pas forcément quelqu'un qui fait. Et en fait, je suis super contente de t'entendre dire ça parce que, je vais extrapoler de fou et vous allez dire où est-ce qu'elle va celle-là. Mais vous voyez le principe de on peut pas séparer l'homme de l'artiste et tout. Pour moi, la barrière première de si je vais considérer un art comme étant bon ou pas, c'est qui tu es en tant qu'humain ou qui je pense que tu es en tant qu'humain. C'est-à-dire que si t'es un gros méchant vilain, si t'as un tocard en fait, et peu importe la qualité de ce que tu vas faire, je m'en tape parce que t'es un tocard à la base et que donc pour moi c'est l'aspect moral il prime sur l'aspect qualitatif de ta technique musicale ou de danse ou artistique ou qu'est-ce que tu veux parce que c'est limité par ça. Mais à partir du moment où il y a une attache humaine avec la personne, où t'aimes bien qui il est, où t'aimes bien ce qu'il défend, et que ce soit en faisant de la foutue flûte traversière, ou en dansant, ou ensuite en te reconvertissant dans le théâtre ou dans le cinéma, si l'expression de toi et toi la personne que t'es, elle me plaît, et là je parle vraiment en tant que consommatrice, pas consommatrice, mais en tant qu'amatrice plutôt d'art, etc. Et en fait je vais te suivre, je vais y aller. Et un exemple qui peut être un petit peu tiré par les cheveux, mais que j'aime bien donner, c'est celui aussi des youtubeurs. D'accord, c'est pas le même niveau artiste, etc. Mais par exemple, je sais pas, moi j'aime bien Squeezie. Je trouve qu'il a un potentiel, un capital sympathique qui est cool. Et peut-être que je me trompe, c'est pas ce que je veux dire. Mais par contre, le type, demain, il peut me faire un thread d'horreur, tout comme il peut me proposer un podcast avec ses copains youtubeurs ou je sais pas quoi. En fait, je peux visualiser ou consommer le truc qu'il va faire parce que lui, en tant que personne, je l'aime bien et que a priori de ce qu'on sait pour l'instant. C'est pas quelqu'un de trop problématique ou quoi. Et en fait, je trouve que là où c'est hyper important en tant qu'artiste, c'est que déjà, notre art, il est susceptible d'évoluer de ouf en fonction de notre environnement, en fonction des normes, en fonction de ce qu'on a autour de nous, etc. Et je trouve qu'en tant qu'artiste, c'est hyper important d'avoir cette liberté justement de se dire, pendant un moment, j'ai kiffé la trance, l'ambiance, la techno, mais en fin de compte, demain, je me rends compte que j'aime la drum and bass et j'ai envie de faire un projet de drum and bass, et let's go, etc. Et en fait, d'arriver à cultiver cet esprit d'équipe où les gens vont se dire ok j'aime bien cette personne, je l'aime bien en tant qu'artiste, en tant que ce qu'elle est, ce qu'elle représente, etc. ou ce qu'il est, ce qu'il représente, etc. et demain elle lance un projet de drum and bass et je vais aller écouter parce que juste ce qu'elle veut dire m'inspire quelque chose. Et donc du coup je suis trop contente parce qu'en fait c'est un discours que moi je défends en tant que dans une position entre guillemets facile où justement moi je cultive cet aspect un petit peu engagement et communauté, réseaux sociaux, etc. sachant que c'est du temps que j'investis là-dedans et pas forcément dans ma production et dans mon identité musicale. Mais c'est ce à quoi je suis attentive en ce qui concerne l'identité musicale des autres parce que je vais avoir la curiosité d'aller voir le nouveau projet ou l'évolution de projet de quelqu'un avec qui j'ai une attache justement par rapport à son image et par rapport à ce qu'il est, et ça va plus me donner envie de voir ce qu'il fait que l'inverse. C'était hyper long et un peu brouillon, je suis désolée, mais je sais pas si c'était clair, mais voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. C'était très clair et c'est un compliment et je l'accepte. Ouais, vite fait pour rebondir là-dessus, moi je suis grave d'accord et touchée par ce discours aussi, parce qu'il y a tellement d'artistes que j'ai invités en tant que programmatrice, même au 101 Club et tout, qui étaient pour moi des légendes et qui se sont avérés d'être des énormes fils de chiens. Et en fait, du coup, ça a cassé un truc dans mon rapport avec leur musique, vraiment, parce que en fait, c'est un monde qui s'écroulait pour moi. Et du coup, je trouve que c'est hyper important ce truc-là parce que même il y a des artistes de qui j'aime pas forcément la musique, mais quand l'intention est bonne et que je sens que c'est hyper honnête et que c'est des artistes qui kiffent ce qu'elles font, et en fait, je peux carrément apprendre à aimer leur musique alors que de base, j'aimerais pas du tout. Et donc ça, c'est un truc qui pour moi est hyper important et c'est un conseil que je donne à tous les artistes qui se lancent, c'est de toujours garder cette honnêteté dans le projet. Moi, c'est une question que je me pose de ouf en tant qu'artiste parce que
moi j'ai 2 projets différents. J'ai mon projet DJ où je vais être méga club tools, et mon projet live où c'est hyper émo. C'est hyper compliqué à défendre. Mes agents galèrent de fou. Vraiment. C'était ma prochaine question, de toute façon. Ah, tu veux qu'on attende? Non, bien sûr. Je pense qu'au pire, Théo pourra rebondir. Mais tu peux en parler maintenant. Hein. Et du coup, c'est très très compliqué parce que moi, en production, j'aime que faire des trucs émo et pas du tout club. Et en fait, en DJ, j'aime que faire de la musique de club et faire danser les gens. Et donc, mes agents galèrent. Au début, c'était un peu en mode créer 2 alias différents. Mais en fait, non, parce que c'est moi, dans tous les cas. Et en fait, ce que je me dis, c'est que maintenant, ok, c'est peut-être plus difficile à défendre en com, mais je me dis, les gens qui me connaissent vraiment, ils vont capter que j'ai ce pan émo-là, et ils pourront me booker là-dedans en live, s'ils veulent. Et par contre, j'ai mon pan club qui sera mon pan club que j'ai toujours eu, quoi. Et en fait, j'essaye de faire confiance aux gens pour capter l'âme du projet. Je sais que c'est pas un truc facile en termes de com, c'est pas du tout communication friendly, mais je crois en le fait que les gens vont assez diguer et en fait, justement, pas attendre de moi que je produise des bangers parce que c'est pas ce que je veux faire et je suis mauvaise là-dedans. J'arrive pas à produire des bangers de club et j'y arriverai jamais, et en fait je me sentirais malhonnête de faire ça, mais alors que c'est pas ce que j'ai envie de produire. Et j'ai espoir que les gens diguent plus loin que ça, comme moi je vois l'honnêteté dans les projets d'autres artistes, comme le virage que tu as fait, que je trouve hyper honnête et hyper beau, parce que ça veut dire que tu n'es pas là à vouloir faire de l'oseille, parce que si tu voulais faire de l'oseille, tu serais resté dans un truc qui marche plus. Voilà, comme moi au début de ma carrière, je jouais de l'art techno, en fait j'ai voulu jouer de l'électro de Détroit d'un coup, ça m'a fait perdre plein de gigs. Mais en fait, il y a un moment, c'est comme on disait tout à l'heure, est-ce que tu arrives à bien dormir le soir avec ce que tu fais, quoi. Donc bon. On l'aimait depuis quand même pas mal de temps, ce point d'oseille. Et pour être tout à fait honnête avec vous, moi c'est la première fois j'ai changé de DA, j'ai commencé à présenter ma nouvelle musique il y a 1 an et demi, 2 ans. Et je la sors depuis 1 an, on va dire. Moi, je vous avoue un truc, et je vais me confesser à vous. En vrai, c'est la première fois de ma vie que je flippe. C'est la première fois de ma vie que j'ai des doutes. Je suis arrivé à Paris, j'avais 16 ans. J'ai commencé à jouer au Rex, j'en avais 17. Je commençais à jouer dans des warehouses devant 5-6 000 personnes, à des faits croqués, à des BNK. J'avais 17 ans, 18 ans. Et en vrai, là, ça faisait 10 ans que je faisais ça. J'en ai eu vraiment marre. Ça m'émeut un peu de dire ça. Mais j'en ai eu vraiment marre de cet univers qui est quand même hyper lié à la dope, à l'alcool. Moi, je bois pas d'alcool, je prends pas de dope, je fume des pets. Et ça me va très bien comme as. Et en plus, je fume du CBD maintenant, bref. Bravo. Merci. Hey, let's go, 12 ans de vie commune avec la weed, ça se fête, mon pote. Victoria aussi. Et du coup, en vrai, je vous avoue que ça fait flipper parce que j'ai un loyer à payer, j'ai un prêt à payer, j'ai plus de gigs. C'est-à-dire qu'avant, je jouais 2, 3, 4, 5, 6, 8 fois par mois. Là, l'année dernière, j'ai eu 3 dates sur toute l'année. Donc, ça fait grave flipper et ça me fait plaisir ce que vous dites, les filles. Donc, merci beaucoup. Mais ouais, sachez que c'est pas facile et que dans tous les cas, moi, je vais me donner à fond. Et que c'est pour ça que aussi je me creuse la tête avec mon William pour réussir à faire, je rebondis sur ce thème d'émission, excellent, mais ce putain de réseau dont on est esclave, parce que vu que je fais une musique qui est assez expérimentale, même si ça reste de la pop, bon là mon album que je viens de sortir, L'Humaine, n'hésitez pas à aller checker, allez streamer. Mon album L'Humaine, que j'ai sorti il y a 1 mois là. Mais voilà, là l'album est super deep. Je sais qu'en France les gens ils aiment pas trop ce genre de musique, ou en tout cas ils arrivent pas à bouger là-dessus. J'ai joué All Night Long à BNK, je vais vous dire une dinguerie.
J'ai joué All Night Long à BNK au Nouvel An. Brian, le boss, il m'a donné carte blanche. Je lui ai dit, t'es sûr? Il m'a dit oui. Il m'a dit, j'ai 3 scènes, tu joues ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Il y avait 2600 personnes à la soirée. Je me suis éclaté, j'ai fait 6 heures de set, j'ai joué UK à mort, j'ai joué des trucs deep au début, après je suis parti en garage. Il y avait 2600 personnes à la soirée. De 22h à 3h du matin, j'avais maximum, 80 personnes devant WAM, devant une warehouse qui pouvait en accueillir 1000. Parce qu'en fait, le public français, il est français. Tu vois, c'est-à-dire qu'il ne sait pas bouger. Il ne sait pas, dès qu'on enlève le kick sur tous les temps, vous êtes perdus les frères. Vous êtes perdus, vous savez pas comment bouger, truc, machin. Et du coup, c'est hyper flippant parce que toute cette scène qui est hyper chamée, qui ouvre le truc parce que c'est une musique qui est beaucoup plus aérée que la techno. J'ai joué techno sur la dernière heure, la salle elle était blindée. Franchement, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit ok, j'ai un peu de monde, c'est cool. Mais franchement, je suis reparti là, j'étais à moitié triste aussi parce que je veux vraiment défendre aujourd'hui un projet qui me tient à cœur, où je mets toutes mes tripes encore plus qu'avant parce que maintenant je prends le micro et que je vous assure que j'ai pleuré un nombre de fois derrière mes platines ou mes machines. J'ai joué au Solidays, j'ai chialé, au Zénith de Lille, j'ai chialé, j'étais en train de pleurer devant les gens. Aujourd'hui, pleurer quand je suis en train de chanter, c'est un autre délire, c'est-à-dire que la voix se coupe. Et vraiment, je vous invite vraiment à je sais pas qui sont les gens que j'ai devant moi, ce que vous écoutez et tout ça, mais creuser le truc. Genre, en tout cas, moi sur mon projet, je vous invite à creuser le truc. La techno, vous en entendrez plus jamais de ma part, parce que je suis un peu dégoûté de ce milieu. Mais aujourd'hui, je défends de la pop, je chante et je chanterai encore plus. Tout ce que je prépare en ce moment, je chante. Il y a des chansons en vrai. Et voilà. Et c'est encore une fois là, vu que je n'ai pas sorti de hit de pop. Là, les gens, ils n'ont rien à carrer de ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, il y a quand même ce truc de réalité de je fais une musique deep. Je fais une musique un peu expérimentale, mais du coup, je suis obligé de la défendre par des concepts de vidéos où vraiment avec William, mais vous pouvez pas savoir le nombre d'heures avec William. Le frérot, il bosse comme un acharné. C'est mon vidéaste, il est juste là, il me suit depuis le début. Et vous pouvez pas savoir le nombre d'heures à laquelle on réfléchit de comment je vais faire pour faire pop mon projet alors que je fais une musique qui ne plaît pas beaucoup en France. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à aller me voir tout à l'heure. Je suis chaud parce qu'en vrai, on n'a pas la réponse. Juste, on va se donner et on va faire tout ce qui est en notre possible pour le faire. Mais je sais que moi, quand je suis en studio, j'ai quand même le truc dans ma tête qui est je dois faire un hit. Parce que moi, je vis pour la musique, je vis pour jouer devant les gens et je vous assure que jouer 3 fois l'année dernière, ça m'a cassé. Je vous assure, moi je vis pour la scène et ne pas jouer, ça me fait vraiment beaucoup de mal. Et du coup, j'ai vraiment hâte que ma nouvelle identité prenne le devant parce qu'on me parle tout le temps de tournapage. Je vous assure, me parlez plus de tournapage, j'en peux plus de ce track. Mais écoutez-le, faites-vous kiffer. Mais voilà, j'ai hâte de rejouer et d'avoir plein de dates, mais ça passe par les putains de réseaux. Évidemment. Est-ce que... ouais, c'était super cool ce que tu as dit, on peut l'applaudir. Moi, un truc qui m'intéresse dans ça, c'est le soutien de ton équipe quand tu arrives un jour et tu leur dis écoutez, ce que je fais, je suis plus heureux, j'ai envie de changer, de prendre de nouvelles horizons parce que je me reconnais plus dans ce que je fais. C'est bien et c'est essentiel, je pense, d'être bien entouré, d'avoir aux côtés du management, du booking. Est-ce que tu t'es senti soutenu et je parle aussi... ça va parler deep là. Je parle à tout le monde ici. Lisa, tu parlais avant, avec le booking, c'était un peu difficile pour ton projet Emo. Toi, Caro, je pense que tu as de la chance d'être bien entouré, avec une belle équipe. Et les médias ont leur rôle aussi dans le fait de mettre bien en avant des projets qui sont cohérents. J'ai posé plein de questions en une seule question, donc qui veut répondre, répond. Mais
Pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, le rôle de l'entourage, il est essentiel. Donc, alors, encore une fois, je pense que je suis pas la mieux placée pour parler de ça, parce que même quand j'ai commencé à mixer il y a 3-4 ans, et que je mixais genre full cascada, du hands up à l'ancienne, comme ça s'appelle, enfin, je me suis quand même toujours relativement inscrite dans quelque chose d'assez mainstream, dans quelque chose qui a toujours relativement fonctionné en termes de style, parce que ça a été aussi ça qui m'a mis le pied à l'étrier. Donc, je me suis jamais inscrite dans une direction artistique deep ou qui n'est pas parlante aux yeux de tout le monde, et ça c'est quand même hyper important de le rappeler. J'ai de la chance que ce qui me plaise soit ce qui en ce moment plaise au plus grand nombre, donc ça déjà c'est quand même que les choses soient dites. Après, à ma petite échelle, effectivement là où j'ai énormément de chance, c'est que comme j'ai dit, moi quand j'ai commencé à mixer, je mixais vraiment un style qui s'appelait donc le hands up, donc qui est vraiment très cascada, etc., et qui était trop pop pour les soirées techno et trop techno pour les soirées un peu plus commerciales, donc un petit peu plus délicat. Mais par contre c'était vraiment exactement ce que je voulais faire, ce truc avec des chansons où j'allais faire un couplet refrain comme dans la pop classique, avec un kick un petit peu plus énervé, mais en fin de compte ça parlait à très très peu de gens. J'ai commencé là-dedans, ensuite j'ai découvert d'autres choses, je me suis dirigée un petit peu plus vers la trance, ensuite je me suis rendu compte que j'aimais bien le hardstyle, donc je suis passée dans des trucs hardstyle, j'ai commencé à faire des trucs de closing, etc. Et là où par contre j'ai énormément de chance, c'est que moi, donc, je veux dire, mon début, mon milieu et entre guillemets j'espère et je pense ma fin, ça a été la Too Much et Magnétique, mon agence qui m'accompagne, et qui m'ont toujours donné les bons conseils, à la fois en m'écoutant en tant que personne et artiste, c'est-à-dire en me donnant des bons conseils sur là où je pouvais aller ou là où je pouvais faire des efforts, et même si par exemple j'avais plus forcément envie de faire mon closing, me dire c'était aussi par exemple des grosses opportunités, que ça pouvait me servir derrière, enfin voilà, en tout cas sans être dans la trahison, être en tout cas dans le compromis, c'est-à-dire genre faire des choix pragmatiques qui littéralement payent ton loyer, alors qu'en tant qu'artiste c'est plus forcément ce que tu as envie de faire, mais prendre un petit peu sur soi. Et là je parle pas par contre de se forcer, je parle juste de compromis, pas de trahison. Mais par contre, juste le point que je voulais aborder avec ça, c'est que l'entourage il est essentiel, et même par rapport à certaines de mes prises de position, par rapport à certaines choses, par rapport à quand des fois ils me proposent des gigs en me disant objectivement c'est super intéressant pour toi, mais en fonction de la réputation, en fonction des gens qui sont sur la line-up, en fonction de plein de choses, on comprend si tu dis non, et si tu te mouilles, on est derrière toi. Enfin, avoir cette sensation de soutien, je pense que c'est price, ça a pas de prix, c'est un truc de ouf, et moi ça m'a vraiment permis, je pense, de me construire assez sereinement en ayant quelqu'un à qui confier mes peurs, mes peines, à qui dire je sais pas si je dois poster ça, quelqu'un qui va me donner les bons conseils en me disant je sais pas si je dois faire ça comme musique, en me disant oui, non, c'est une bonne idée, mais toujours en me laissant la décision tout en me donnant les bons conseils par rapport à ça, et en s'adaptant à ce que j'avais envie de faire, et humainement et artistiquement. J'en suis super reconnaissante, et je pense que je veux pas du tout avoir l'air d'être en mode moi ça réussit, les autres pas, ou quoi que ce soit, mais par rapport à d'autres profils que je peux voir, je pense que vraiment la chance que j'ai eue, c'est justement cet entourage qui me suit depuis le début et que j'ai encore aujourd'hui, qui me laisse et la liberté, mais aussi me remet un petit peu dans le cadre quand j'ai besoin d'être remise les pieds dans mes baskets, et ça c'est hyper important, et je pense que c'est super difficile à trouver en tant qu'artiste, ce truc qui fit. J'ai craché dans le micro. Ce truc qui fit complètement avec l'équipe qui t'entoure, et que ce soit en termes d'image, en com, etc. Et donc forcément, intrinsèquement, en termes de direction artistique, dans là où toi tu veux diriger, le compromis entre là où tu veux aller et là où c'est malin d'aller plus pragmatiquement, on va dire. Ouais, totalement. 100% d'accord avec ce que tu dis. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois de pas me sentir... pas bien entourée, mais pas comprise du moins. Et la première fois, bien avant ce pan émo en live que j'ai maintenant, c'est dès les premières années. En fait, moi, j'ai commencé en jouant de la techno, plutôt techno indus, pendant 3-4 ans. Et en fait, j'ai eu mon premier agent à 18-19 ans, qui était un agent art techno vraiment, qui m'avait vu jouer ces trucs-là, qui voulait une meuf dans l'agence. Et du coup, j'étais la parfaite caution paritaire pour lui. On en parlera aussi. Voilà. Et donc, du coup, j'ai eu des super gigs assez tôt. J'ai joué au Rex à 18-19 ans et tout, et plein d'autres gigs comme ça, donc c'était cool. Sauf que moi, c'était pile le moment où en fait j'avais découvert l'électro de Détroit en mode Drexcia, Aux 88, Doppler Effect, et je voulais plus que jouer ça. Et c'est pas un truc super dansant, je sais pas s'il y a des fans d'électro ici, mais c'est vraiment un truc de gros nerd de scientist. Et du coup, faire bouffer ça à un public art techno,
c'était vraiment compliqué. Faire comprendre ça à mes agents aussi qui connaissaient même pas ce style-là. Donc du coup, moi, j'essayais de leur dire. Clairement, ils comprenaient pas. Ils essayaient de me faire switcher. Ils me disaient non mais vas-y, pour le gig la semaine prochaine, essaie quand même de jouer de la techno. Et j'étais en mode mais attends, mais pourquoi je suis dans l'agence en fait? Enfin, je le sais pour la parité, bien évidemment. Mais à cette époque-là, j'avais encore un peu d'espoir. Et en fait, ça a donné des gigs très très compliqués parce qu'en fait, on me plaçait sur des line-up art techno. On essayait de me forcer à jouer de la techno alors que moi je voulais jouer que de l'électro. Donc je faisais croire que j'allais en jouer et au final je jouais un 700% électro et alors soit ça passait soit ça cassait. Mais du coup ça créait des vrais conflits avec mon agent et en fait j'étais en mode mais pourquoi tu m'as pris dans l'agence et ça a été ça, 2 agents d'affilée qui ont été comme ça avec moi où j'étais la parité, la meuf techno de l'agence. Alors que je jouais plus de techno quoi et ça m'a brisé le cœur mais vraiment j'étais en mode mais je tiens un truc que j'aime faire qui me passionne et on me force à jouer un truc, j'avais l'impression d'être dans l'image pour laquelle ils t'ont pris de base, t'étais coincé dans cette box en fait. Ouais, j'étais juste l'image de la meuf mais en fait j'aurais pu jouer n'importe quoi, ça aurait été pareil. Je sais même pas s'ils ont déjà écouté un de mes sets en fait sur SoundCloud. Ce qui va totalement à l'inverse de ce que toi tu faisais en démarche de booking, où tu privilégiais l'art avant l'image quoi. C'est pour ça que quand je suis devenue programmatrice j'étais en mode attends on va pas du tout faire la même chose là par contre. Et ouais, vraiment ça m'a fait souffrir de ouf parce que quand ton propre agent ne croit pas en toi, c'est hyper dur de tenir une DA et de croire en toi. Enfin moi je sais que mais même encore aujourd'hui je ne crois pas en moi. Enfin c'est un truc où je me pose 1000 questions. Des fois, je me réveille un matin, j'ai envie d'arrêter la musique parce que je suis en mode mais qu'est-ce que je fais? C'est très compliqué. Maintenant, j'ai la chance d'être mieux entourée. Ça fait quelques années que j'ai des agents où maintenant je suis en pierre en fait. J'arrive dès le début, je leur dis jamais vous me parlez de mon style. C'est mort. N'essayez même pas de me manager sur mon style. Je veux rien entendre là-dessus. Et du coup, les derniers agents que j'ai eus sont très à l'écoute de ça et me laissent totale liberté. Et je sais qu'ils me font confiance artistiquement, même si c'est quand même dur parfois pour eux de défendre mon projet parce que, ce que je disais tout à l'heure, par exemple, mon live qui est hyper émo face à mon côté DJ qui est hyper club, c'est dur à défendre en com auprès des programmateurs. Et je suis hyper reconnaissante qu'ils me fassent confiance et qu'ils me suivent quand même là-dedans parce que c'est pas le plus simple, je le sais. Mais en fait, quand t'aimes un ou une artiste, il faut faire confiance en fait. Enfin, il y a forcément une idée derrière qui va peut-être marcher ou pas, mais en tout cas, il y a une idée qui est profonde et qui est sincère et il faut la soutenir, je trouve. Moi, le soutien, en fait, ils m'ont soutenu dans le sens de... à l'époque où j'ai décidé de switcher, j'étais dans 2 agences de booking. J'avais une agence un peu inter, grosse date, gros festival, et une un peu plus spécialisée, soirée parisienne, club, warehouse et tout ça. Et en fait, moi, un jour, je suis arrivé au bureau et je leur ai dit j'arrête. Et du coup, en fait, ils m'ont soutenu dans le délire en mode on te comprend. Tous les gens qui m'entouraient un peu plus proches, ils savaient qu'un jour ça allait arriver, que j'allais entreprendre un truc un peu plus... je sais même pas comment dire... Non, c'est même pas niche, parce que... Ouais, moi, en fait, je voulais continuer à faire ce qui me faisait kiffer. La techno, ça me faisait plus kiffer. Et du coup, le soutien, il n'y a pas eu de soutien parce qu'aujourd'hui, tu vois, toutes les agences de booking avec qui j'ai bossé, tous les gens avec qui je bossais jusqu'à là, ma nouvelle équipe, sont jamais venus me voir en concert depuis que j'ai changé. Même pendant que je jouais, ils venaient pas forcément me voir en concert. Donc en vrai, le soutien, moi, chacun son taf. Si tu me trouves des gigs, c'est bien. J'ai pas besoin de ton soutien pour faire de la musique. Dans tous les cas, je vais en faire. Mais ouais, je suis un peu déçu de certaines personnes qui m'entouraient, non pas que professionnellement, même dans mon crew de potes que j'avais avant dans le milieu de la nuit, parce que là je défends un truc qui est un peu couillu, j'arrête tout pour défendre un truc où je défends vraiment ce que j'ai dans le cœur.
Et j'ai pas vu une tête que je connaissais dans les 3 concerts que j'ai fait l'année dernière. Donc c'est un peu décevant et en même temps ça m'étonne pas, tu vois. Donc ça contraste totalement avec ce que Caroline nous a présenté il y a 5 minutes et le soutien qu'elle a eu. Même si les situations ne sont pas du tout les mêmes. Ouais, c'est pas pareil. Elle a la même équipe depuis que tu as commencé, c'est ça? Oui, après, j'ai commencé plus tard aussi. Enfin, je veux dire, moi, ça fait 4 ans que je suis là. J'ai pas commencé à la saison, etc. Et qu'on remette aussi l'église un petit peu au centre du village. Je pense que si demain, je leur dis j'arrête complètement la trance hard, des trucs un petit peu qui marchent, et je me concentre, par exemple, je fais 100% une carrière genre drum and bass, pour donner un exemple, tu vois. Ce qui reste de la musique de club. Qui reste de la musique de club de ouf. Non mais enfin là je te dis ça pour et encore pour contraster, parce que là je pars quand même dans un truc qui est très mainstream, qui marche très bien au plan français et international, à un truc qui est quand même relativement niche. Enfin on se comprend par rapport au style que je peux faire entre guillemets maintenant. Humainement ça va bien se passer, ils vont me dire ok on comprend machin tout ça, mais si je faisais un virage à 360 comme toi t'as opéré... 360 c'est pas bon, sinon tu reviens dans le... Ouais, 180 du coup. Si je faisais un virage à 180 comme toi t'as pu opérer, même si je pense qu'il y aurait effectivement peut-être encore 1 ou 2 personnes qui auraient mon bac, attention, je suis pas sûre que ça se passe de la même façon, parce que en fait encore une fois leur taf c'est leur taf aussi, et t'as beau apprécier quelqu'un et l'aimer en tant qu'artiste et croire en lui, etc. Enfin, en fin de compte, des fois, s'il va dans une direction qu'il voit que ça, c'est un métier en fait, c'est un business aussi. Et si ça leur rapporte moins de sous, en fait, je pense que tu te fais lâcher, tu vois. Et c'est pas juste, hein, et c'est dégueulasse parce que ça devrait pas fonctionner comme ça. Mais si je reprends ton exemple, je suis pas certaine. Enfin, là, les choses que moi j'ai expliquées, ça reste quand même dans un scope qui, en fin de compte, est un peu bénéf pour tout le monde, tu vois. Il n'y a pas un truc où je suis vraiment sortie du scope en mode c'est une prise de risque à prendre pour les gens qui t'entourent. Et donc, même si je crois en eux, hein, et je pense sincèrement que ça pourrait bien se passer, il y a aussi un monde où ça pourrait être différent, tu vois. Par rapport à ça, s'il y a des agents ou managers dans la salle, un conseil pour accompagner vos artistes sans qu'ils se sentent abandonnés, c'est que s'ils prennent un virage à 180, du coup, c'est en fait de les accompagner là-dedans. Et même si on n'a pas les contacts, même si on n'a pas les contacts dans le nouveau style de l'artiste, on va trouver un nouvel agent pour lui. Et en fait, on va créer des boucles de mails où on va les accompagner vers une nouvelle agence. Mais en fait, juste les lâcher comme ça et dire démerde-toi, c'est un manque de reconnaissance pour les années de carrière qu'il y a eu ensemble. Et moi, ce que je trouve charmé, c'est qu'on accompagne les artistes jusqu'à une nouvelle agence, qu'on aille diguer des nouveaux agents. Et pour moi, c'est la meilleure façon pour qu'un artiste se sente plus accompagné. Parce que je peux comprendre qu'il y ait des agents qui... et des contacts que dans une scène et qui du coup ne peuvent pas de trouver de gig à l'artiste si l'artiste change de style. Ça je le comprends de ouf, mais dans ce cas faites votre taf jusqu'au bout et allez chercher un nouvel agent avec l'artiste. Et aussi qui ont potentiellement un réseau pour, notamment dans le côté média, pour pouvoir défendre le projet avec des gens qui ont envie d'en parler, qui le comprennent et qui ont envie de le mettre en avant parce que c'est cohérent, parce que c'est sincère. On parlait de la sincérité du projet. Je pense que du côté média, tu le vois assez vite si un projet a du sens ou pas, s'il a du potentiel pour être défendu, quoi. Mais surtout, par exemple, c'est un bon exemple parce que le média qu'on a fondé, on est 3 personnes et personne n'écoute la même musique. Il y en a une qui kiffe le Eurodance, moi je suis full hardcore et la 3e personne est full dans la progressive. Donc et on arrive quand même à trouver... On a décidé de chacun parler de notre style. Et on arrive quand même à trouver une communauté parce qu'au final, il y a beaucoup de sujets qui s'entremêlent. Et comme ça, on fait découvrir 3 styles différents en même temps. Et en fait, je trouve qu'on est trop enfermé dans un seul style parfois. Et on ne regarde pas le côté vraiment artistique en grand. Donc je pense qu'on devrait tous être un peu plus ouverts. Moi je me force. Je fais le plaisir de temps en temps faire une soirée qui est totalement différente. Je vais en minimal ou je vais en house parce que je me dis il y a un artiste qui m'intéresse et j'aimerais bien voir ce qu'il peut proposer. Et je pense qu'on devrait tous faire cet effort de temps en temps. S'il y en a qui veulent m'accompagner en hardcore, vous me retrouverez après.
Et franchement, je pense que ça nous permet aussi de voir que tout le monde galère de la même manière sur la scène. Tout le monde est un peu différent, mais on a souvent les mêmes difficultés. Voilà. Merci à toutes et à tous. Il nous reste un petit peu de temps qu'on peut consacrer à des questions. Je pense que vous serez ravis d'y répondre. Oui ? Ouais, désolée, j'ai un peu pris le micro en premier, mais je voulais poser la première question. Oui. Du coup, ma question, ce serait, chacun d'entre vous, est-ce que vous pouvez me dire, ce serait quoi votre conseil pour un artiste aujourd'hui qui démarre à Paris, sur la scène électro, techno, rec, etc. Moi, je dirais ne jamais le faire pour l'argent. Ne pas se dire je vais en faire mon métier dès qu'on commence, parce que du coup, c'est commencer pour les mauvaises raisons. C'est en fait directement, ça crée un biais où on va chercher la traîne et pas du tout le côté émotionnel et spontané de ce qu'on a envie d'exprimer. Et j'en vois plein faire ça, qui quittent leur CDI, leur job pour se dire non mais c'est bon, je quitte mon taf, je vais être DJ, alors qu'ils n'ont jamais eu de date. Je trouve que c'est une grosse erreur, parce que direct on voit que l'âme du projet elle est pas là, parce que direct on va chercher les gigs, alors que moi je trouve qu'on doit galérer pendant quelques années avant d'être vraiment d'en faire son métier. C'est nécessaire en fait, c'est vraiment pour forger une identité, pour être sûr qu'on veuille faire ça aussi, et pour se forger une technique aussi. Et je trouve que voilà, c'est moi ce que je dirais, c'est vraiment d'y aller en mode de base, c'est un loisir. Je vais faire ça chez WAM, je vais avoir un side job à côté pendant un moment et être sûr que c'est vraiment, je suis passionnée de ça et que j'ai quelque chose à apporter dans la scène. Mais juste se dire que là, il y a plein de DJ qu'on peut se faire de l'oseille avec ça et que du coup, on va quitter notre job pour ça. Je trouve que c'est arrivé avec de mauvaises intentions dans la scène et la scène n'a pas besoin de ça. Moi, je dirais, dans un autre registre, être hyper pas autocritique, mais pragmatique, c'est-à-dire être hyper conscient des sujets sur lesquels vous allez vous faire attaquer. C'est-à-dire avoir un espèce d'hyper pragmatisme sur soi-même, une lucidité des sujets sur lesquels on va vous attaquer en fait. Enfin, se dire, quand je poste une vidéo ou quand je fais une musique ou quand j'accomplis quelque chose, se dire là, même si tu te trouves trop belle ou trop fraîche sur la vidéo, te dire là on va m'attaquer sur mon physique. Genre, en fait, avoir un petit peu cette conscience de savoir sur quoi on va s'attaquer, enfin sur quel sujet on va vous attaquer. Et anticiper les choses qu'on va pouvoir dire à votre sujet, en fait, tout simplement. Et du coup, ça rejoint du coup le truc de l'image, etc. Parce que même si vous êtes convaincu que vous faites un bon travail, et ce qui peut complètement être le cas, enfin, en fait, moi, je trouve qu'il n'y a rien qui fait plus mal que d'être jugé sur un truc qu'on n'a pas vu venir ou sur un sujet sur lequel on n'est pas d'accord et se dise, oh putain, on vient de me reprocher ça, alors que vraiment... Enfin, moi, je me le serais pas reproché à moi-même. Enfin, en tout cas, je découvre un petit peu le truc qu'on peut me faire. Bah, ça peut atteindre l'ego. Mais en fait, être attaqué sur un truc sur lequel on s'attend à être attaqué. Et donc, c'est-à-dire de faire un petit peu une revue un peu complète de qui on est, de se dire là, j'ai une faiblesse, là, on peut m'attaquer là-dessus, on peut m'attaquer là-dessus, on peut m'attaquer là-dessus. Ça évite les mauvaises surprises et ça endurcit sur ce qui va se passer derrière, notamment sur les réseaux sociaux, etc., où les gens peuvent être très très durs. Donc voilà, avoir beaucoup de lucidité sur son projet, de l'autodérision et de l'autocritique pour savoir ce qui anticiper au maximum ce qui va vous arriver dans la gueule, parce que malheureusement ça vous arrivera dans la gueule, quoi que on fasse. Et moi, j'ai pas grand conseil à donner, si ce n'est amusez-vous, trouvez du plaisir dans ce que vous faites. Et en vrai, pour ma part, parce que je suis un peu un boomer de temps en temps, si vous pouvez vous intéresser à plus que le DJing, c'est cool. C'est-à-dire trouver votre identité dans votre musique, dans la composition. Je connais des gens qui savent pas mettre un do sur un piano, qui font de la musique incroyable. Moi, je suis pour pousser les gens à faire de la musique, à créer, plus que mixer. Je vais m'arrêter là, parce que sinon, après, je vais vraiment partir en discours de mec qui a 60 balais alors que j'en ai 25. Mais j'ai vraiment...
la chose qui vous rend unique dans la musique. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Essayez de la recréer en faisant de la musique, en créant, plus qu'en mixant, parce que je trouve ça artistiquement plus intéressant. Voilà. Alors moi, ce serait sûrement ne pas regarder les autres. Parce que clairement, chacun a une situation différente, on est tous différents. Chacun peut être physiquement plus attrayant ou moins, et chacun aura des statistiques différentes. Et on est vraiment dans une ère de statistiques. Tout le monde regarde les likes Instagram. D'ailleurs, je trouve que c'est très bien qu'ils disparaissent un peu gentiment. Et si tu commences à te comparer à quelqu'un, tu perds ta confiance. Et c'est là où tu perds un peu un côté artistique de toi-même et tu te perds. Et donc je pense ne pas regarder les autres, foncer jusqu'à ce que ça marche. Le fake it till you make it, il est toujours d'actualité. Question. Que quelqu'un d'autre a une question? Monsieur aux lunettes. Bonsoir. Déjà, je tenais à tous et toutes vous remercier pour vos contributions à la scène électro, la scène de la nuit. Tu m'entends bien? Ouais, c'est bon. Je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde et vous en êtes vraiment la preuve vivante. Sur toutes les, voilà, que ce soit de niche ou mainstream ou club ou bon bref. Et moi, j'avais plus une question pour Darzac pour le coup. C'est alors déjà, gros, moi je soutiens complètement la transition que tu as fait. Et moi, j'étais là à Main Room. Hein, et les 15 minutes d'ambiance, c'était magistral. Enfin, merci, frérot. Ouf. Merci frérot. Le concert était dingue. Mais depuis tout à l'heure, on parle de contraintes liées à l'industrie. Et c'est vrai que, oui, c'est une industrie. Et ma question, elle peut paraître un peu brutale, tu vois. Vas-y, t'inquiète. Mais comment tu fais pour vivre avec 3 dates? Tu vois, c'est ça. Elle est maligne, la question. C'est assez simple. Déjà, je suis intermittent du spectacle. Donc, ce qui m'a valu d'être intermittent jusqu'à décembre de là. La date d'anniversaire, c'était le 15 décembre. Donc, il faut savoir que j'avais fait pas mal d'argent avant. En fait, je sais pas si tu sais un peu comment ça fonctionne l'intermittence, mais moi, ma boîte de production, en gros, il y avait un compte Darzac. Et avec ce compte Darzac, on me créait mon intermittence. Donc, en gros, pour faire une intermittence, il faut 507 heures. Et faut, allez, on va dire allez, 15 000 balles, tu vois, un truc comme ça. Oui, 52 cachés. Ouais, 52 dates. 42, c'est la première année. Et ils viennent de mettre ça, il n'y avait pas ça avant. Et du coup, en gros, moi, j'avais de l'oseille encore dans ce compte-là. Donc, ce qui m'a servi de payer mon intermittence un peu de cette année. Là, j'ai flippé, je t'avoue. À partir de octobre, j'ai commencé à flipper parce qu'il me manquait 200 heures pour faire mon intermittence. Et j'ai flippé. J'ai flippé de ouf parce que si je perds mon intermittence, je perds mon appart, je retourne vivre chez mes darons en Bretagne. Et c'est pas la même life. Et du coup là, j'espère que cette année ça va changer parce que j'ai plus ce compte là, tu vois. Il est mort, il est à zéro, bien zéro. Et du coup là frérot, là, en 2025 c'était bon. 2026 souhaite-moi du bonheur parce que et viens à tous mes concerts frérot. Tu captes? Voilà, et ça devrait bien se dérouler, mais il y a aussi le truc qui est très cool, c'est que durant toute cette année 2025, j'ai rencontré des artistes incroyables, vraiment des gens tellement humains, tu vois, dans cette nouvelle identité, vraiment des gens qui sont là pour la musique, qui sont moins là pour... Je crache pas du tout sur la scène techno, mais on en rencontre de temps en temps qui sont... là pour différentes raisons. En tout cas, ce que je rencontre depuis 1 an, c'est des gens qui sont passionnés, frère, tu vois. Des gens avec qui j'aime parler, avec qui j'aime échanger, avec qui j'aime faire de la musique. Et en fait, c'est des gens avec qui aujourd'hui je fais de la musique. Ce qui m'a valu la dernière fois de faire un concert ambient jazz avec un trompettiste au centre culturel. J'ai été invité par Lilian Mille, qui est un super trompettiste claviériste de jazz. Et on devait se partager les fonds sur cette date.
On devait gagner à peu près en ce qui était prévu 150-200 euros chacun. Il se trouve qu'il y a une personne incroyable qui a redemandé la cagnotte le lendemain. Elle a balancé 500 balles, frérot. 500 balles, elle a mis dans la soirée. Et du coup, on s'est partagé de l'oseille. J'ai reçu 450 euros au lieu de 250. Je fais la musique de 3 films cette année. Il y en a un qui est présenté au Nikon Festival bientôt. J'ai un autre court-métrage sur lequel je suis. J'ai un autre gros film sur lequel je suis. Donc, vu que j'ai beaucoup plus de temps, vu que je joue plus et que je suis hyper productif, et ben en fait, j'essaye de faire d'autres choses, tu vois, de jouer, de composer pour les gens, de faire de la musique de film, parce que je kiffe ça et que j'ai toujours eu envie de faire ça. Je suis toujours chaud de faire des DJ sets, mais si c'est pour que les gens dansent pas, je suis peut-être un peu moins chaud, tu captes ? Mais voilà, écoute, je vais essayer de... Pour le moment, je survis un peu, on va dire. J'ai quand même de la chance, faut quand même le dire. Et je remercie mes 2 parents qui ont quand même bien réussi leur vie et qui m'ont offert le cadre de vie que j'ai depuis que je suis petit. Mais pour autant, je me suis pas assis sur ça et que je suis un énorme bosseur. Et que dès que mes parents m'ont déscolarisé pour m'offrir la vie de faire de la musique de ma vie, j'ai bossé des bails de 10 heures, 12 heures par jour pour pouvoir réaliser mon rêve. Et même si aujourd'hui c'est un peu plus dur qu'avant, écoute, on va essayer de faire ce qu'il faut. J'espère que j'ai répondu à ta question, Florent. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? N'hésitez pas. N'hésitez jamais. Temps. Non ? Question ? Question ? Question ? Il n'y a que toi. Le problème, c'est que j'ai trop de questions, alors Non, je rigole. non, mais juste, est-ce que vous avez un moment de l'année 2025 marquant, chacun, peut-être, et qui vous donne peut-être espoir par rapport à la musique électronique ? Voilà, peut-être une petite question optimiste. Tu parles d'un moment personnel ou un truc qu'on a vécu où on est allé voir un concert ? Alors, c'est n'importe quoi, mais oui, personnellement, Ok. voilà. Quelque chose, un événement qui vous redonne peut-être espoir, chacun. Bah moi, la date où personnellement, j'ai le micro donc je réponds vite. La date où le frérot il est venu me voir, la date à Main Room. Ceux qui étaient là, ils savent. Et c'était incroyable, je me suis senti à ma place, je me suis senti écouté. Et ça, c'est quelque chose de rare parce que ça faisait 10 ans que je faisais à peu près de la techno. Et même si de temps en temps on nous écoute, parce qu'on n'a pas le choix et que tu es devant un gros centre système, les gens ils viennent avant tout faire la fête, chose que je respecte énormément, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'était le petit truc qui commençait à me trigger depuis pas mal d'années, c'est qu'on m'écoutait pas vraiment. Et là, j'avais l'impression qu'on m'écoute, et donc je dirais Main Room. Et à côté de ça, plein d'autres concerts où je vais voir des Ken Blaster jouer, tous mes frérots, Sina Pegami, tous ces gens-là Animoli, la princesse du modulaire français, qui me donnent espoir dans le fait il y a des gens incroyables en France, et même si le public n'est pas encore trop prêt pour ça, bah, nous on est là pour défendre cette musique, et je pense qu'on va tout donner pour que ça ouvre les gens à tout ça, quoi. Moi je dirais c'était il y a un mois et demi. J'ai fait mon live audiovisuel à la Gaieté Lyrique où j'ai présenté mon 2e album en avant-première, et du coup c'était un énorme stress parce que c'est ce tournant emo pas du tout club que j'ai pris, et le fait de voir autant de gens dans la salle et tout mon entourage professionnel et mes amis qui ont été autant les bons retours que j'ai eus et l'énergie dans la salle, en fait, moi, j'ai chialé en sortant parce que je me suis dit, ok, peut-être que les gens vont comprendre mon tournant, et aussi parce que j'ai bossé comme une ouf pendant 1 an pour monter ce live audiovisuel, et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien d'exprimer un truc qui est à moi, qui m'appartient, et qui n'est pas comme le DJing des tracks d'artistes que je joue, mais là, qui m'appartient de A à Z, que j'ai produit toute seule. Ça fait du bien. Voilà. Si je devais en choisir qu'un seul, je parlerais des Solidays de cette année, parce que j'appréhende... je suis à un moment de ma carrière où j'appréhende vachement de passer d'un truc plus restreint à quelque chose de plus grande ampleur, et je suis pas forcément à l'aise avec le fait d'être sur une scène
gigantesque à 15 mètres des gens, en train de mixer à 15 mètres des gens, alors que honnêtement ça tenait, je sais même plus parler français, ça tenait qu'à moi. Comme disait Lisa tout à l'heure, pour moi la quantité parfaite c'est 300-400 personnes, un club vachement resserré avec lequel tu peux vachement interagir avec ton public. Et Soliday, j'étais sur une scène assez big avec genre 5000 personnes devant moi et j'appréhendais vachement ce passage en me disant comment je pense pas que je puisse réussir à être aussi proche des gens quand t'as beaucoup de gens devant toi et que t'es loin de la foule que plus proche. Et en fait c'est la première et une des seules fois où la magie a autant opéré avec un aussi grand nombre de gens. Pareil, petite chiada à la fin, pourtant j'ai joué qu'un track à moi parce que j'ai oublié de jouer les autres. Mais c'était fou, enfin, en fait j'ai ressenti ce sentiment d'unité et ce truc un peu ineffable, un petit peu magique, où juste en mode tu saurais pas comment exprimer, mais juste il s'est passé quelque chose, tu le sais, les gens dans la foule le savent. Et là ça s'est passé à un peu plus grande ampleur et je pensais pas que c'était possible. Et ça a encore plus confirmé le fait que j'étais en mode vas-y go, enfin genre go tout manger, tout niquer, c'est ça, that's it. Voilà. Et alors moi, il y en a deux. Il y en a un qui est plus professionnel, il y en a un qui est plus personnel. En termes de professionnel, c'était le fait que j'ai quitté Night Mess, donc un média dans lequel j'ai été très investie au début à cause d'un polémique que mon collègue est allé faire speaker pour Boiler Room. Moi qui boycotte Boiler Room, je n'ai pas pu tenir le cap et j'ai décidé de partir et fonder mon propre média. Donc où je suis avec deux de mes collègues. D'ailleurs, je vous invite à follow Sabraves parce qu'il faut donner de la force. C'est encore petit, mais il faut donner de la force. Et sur le plan plus personnel, je suis partie à Amsterdam Dance Events, donc à ADE, la deuxième année de suite cette année. Et je suis allée voir Jeff Mills. Je suis allée voir Jeff Mills toute seule. Je suis allée voir Jeff Mills toute sobre. Et franchement, je me suis éclatée. Alors, il y avait énormément de mecs qui venaient me voir. C'était un peu relou. Parce que quand t'es une femme toute seule, tu peux pas te tourner et être avec ta pote. Donc c'était un peu relou, mais sinon c'était une des meilleures soirées de ma vie. Et franchement, si vous avez la chance de le voir un jour, je vous le recommande. C'était transcendant. Merci. Alors moi je suis pas intervenant, mais j'ai quand même envie de répondre à ta question parce que j'ai envie de partager un moment personnel également. Cette année, c'était au Beryl Festival, le festival dont Darzak est directeur artistique. T'as vu comment il est mignon? Ouais, alors c'était perdu au fin fond de la Bretagne et c'était le dernier soir, donc c'était le closing, c'était Glitter ou Greg. C'était un set de Greg et donc sur les derniers tracks il a foutu, tout le monde est venu sur scène et tout. Et c'était chargé. Et c'était juste, c'était très émotionnel, enfin, ouais, de voir une effervescence dans un festival si petit et si familial, d'avoir autant de gens qui dansaient ensemble, qui étaient très heureux. Il y avait pas de téléphone, c'était vraiment une très bonne ambiance et je me souvenais de ça. Ça m'a rappelé pourquoi est-ce que je sors pour écouter de la musique, voilà. D'autres questions? Une dernière question. Attends, Darzak a juste un truc à dire. Ah, Je voulais juste finir de répondre à ta question parce que j'ai oublié il y a une partie quand même de mon économie, on va dire, personnelle. C'est que j'ai un autre projet à côté qui s'appelle Clinique Lacuna et qui m'a fait vivre l'année dernière parce qu'on joue quand même pas mal de fois avec le frérot, qui est de la musique club. Même si on fait du concert dans le club, ça reste de la musique club. C'est un peu ça aussi qui m'a sauvé l'intermittence. Bonsoir. Déjà, bravo d'avoir pris la parole et merci. Je voulais rebondir sur Lisa. T'as dit que t'avais mixé en free party. Enfin, t'as commencé en free party. Pardon, plus proche. Donc Lisa avait dit qu'elle avait commencé à mixer en free party et je trouvais ça dommage de rester sur une image de la free party aussi négative parce qu'il y a quand même un côté pour se rapprocher du thème donc, qui est l'image, c'est qu'en free party le DJ est situé derrière le public et que voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si toi il y avait des bons côtés à ça du fait que il te voit pas, le DJ est pas forcément central dans l'expérience musicale en free, voilà.
C'est sûr que là, j'ai pas eu le temps de déblatérer sur la free party, mais il y a plein d'interviews où j'en parle et je donne aussi tous les bons côtés de la free party. Ça m'a énormément apporté socialement, en termes de débrouillardise dans l'orga des soirées, de monter une soirée de A à Z et tout. Moi, je trouve que c'est un milieu fascinant. Et là, j'ai pas eu le temps de développer ça, c'est sûr, et tu as bien raison d'en reparler. Moi, c'est pas le public qui a été le problème, c'est les orgas qui m'ont invité, qui ont été vraiment... J'ai rarement autant subi de misogynie et de sexisme, de jugement de la part d'orgas qui m'invitaient. Et dans le club, en fait, j'étais un peu plus protégée de ça parce qu'il y a des chartes. Des gens aussi un peu plus jeunes que moi. Dans les free où je traînais, c'était vraiment des gens, voilà, il y avait plus de conséquences, comme elle dit, dans le club qu'en free. C'était les OG qui avaient genre 50 ans et qui genre avaient le dessus et personne n'avait rien le droit de leur dire. C'est-à-dire que moi, quand on m'a débranché à table de mixage et que le mec m'a insulté de pétasse, personne n'a osé se mettre en travers de lui. Et je me suis sentie hyper seule et ça m'est pas arrivé qu'une fois. Et c'est pas du tout un jugement de la free party en elle-même. C'est juste de moi, les collectifs avec lesquels je traînais. Parce que là, il y a des nouveaux collectifs à Clermont-Ferrand qui tuent tout, qui sont vraiment hyper bienveillants, que j'aime trop. Et que ça me ferait vraiment plaisir d'y retourner. J'ai plus trop le temps, mais voilà, je les supporte de ouf. Mais voilà, moi, je traînais avec des gens pas forcément bienveillants, pas forcément déconstruits. Et malheureusement... ça m'a dégoûtée à ce moment-là de ce milieu-là, mais à ce moment-là, pas du tout totalement, parce que la free, c'est un des milieux, je crois, que j'idolâtre le plus dans ce que ça a apporté à l'underground. Donc, tu as bien raison de reparler de ça, parce que j'ai une très belle image de la free party, à vrai dire. Je parlais juste de mon expérience avec ces collectifs-là qui auraient pu me détruire, en vrai. Et heureusement que j'ai rencontré d'autres gens plus bienveillants dans le club après qui ont fait que j'ai tenu bon. Mais voilà. Mais merci d'en reparler, ouais. Et du coup... C'était juste par rapport à l'image dans les musiques électroniques, justement, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui, il y a peut-être un contre-pied de pris par beaucoup de consommateurs, enfin de public, d'artistes aussi? J'ai l'impression que votre démarche d'Arzak et Elisa s'inscrit un peu là-dedans. Un contre-pied qui va justement se détacher de l'image et aller chercher une sincérité plus honnête, peut-être plus en phase avec la musique, revenir un peu aux sources au final, quoi. Ouais, je parle vite fait de ça, après je vous laisse la parole. Oui, je suis d'accord, et je pense que peut-être ça revient avec ce que tu disais tout à l'heure sur l'interview de Carl Cox, qui disait que quand on atteint un stade de capitalisme et de commercialisation de la musique, forcément il y a des contre-courants qui vont se créer, et c'est là où la scène d'underground est la plus intéressante. Et je pense que ceux pour qui ont une carrière depuis un moment, et qui commencent à être fatigués en fait de jouer tout le temps les mêmes trucs et de surenchérir, la surenchère du BPM, la surenchère de tout en fait. Je pense qu'il y a un moment où en fait tu as envie de revenir à un truc plus émotionnel et de plus t'exprimer et de revenir à des trucs plus introspectifs en fait. Donc oui, je suis grave d'accord, je pense qu'il y a un contre-courant et je suis surexcitée de voir ce qui va se passer en vrai. Et je pense que ça peut vraiment sauver la scène qui était en train de partir un petit peu en vrille, je trouve, dernièrement. Mais là, moi, j'ai grave espoir. Je trouve qu'il va se passer des trucs de ouf. Je suis grave d'accord. Mais ça n'empêche pas que même si tu fais une musique un peu différente, faut quand même se battre. Parce qu'aujourd'hui, je sais plus combien il y a de morceaux sur Spotify qui sortent par jour. Et que même si on est esclave des réseaux, faut se donner là-dessus, parce que t'auras beau être le meilleur ou quoi, si tu montres pas ce que tu fais, tu resteras le meilleur dans ta chambre, frérot. Donc c'est un peu dur en vrai, c'est un peu dur. T'auras beau faire plein de choses différentes ou d'osciller dans des milieux un peu plus underground, il y a ce putain d'Instagram. Et
Et pour un léger rebond, après je pense qu'il faut avoir espoir aussi dans le sens où, même si c'est une évidence que les réseaux sociaux ont une place importante et que comme tu disais, je pense que c'est la dure loi de la jungle aussi, t'as beau être le meilleur, si tu sais pas entre guillemets te vendre, tu resteras le meilleur dans ta chambre. Je pense qu'il y a une réalité aussi qui est que au même titre qu'une marque ferait une super publicité pour un produit, tu te dis putain ça a l'air fou et je l'achète, si le truc il est dégueulasse, tu vas pas forcément le racheter par derrière. Et je pense qu'il faut aussi avoir un... Enfin moi en tout cas j'ai l'espoir qu'on ne peut pas bâtir une carrière sur... Enfin il y a forcément quelques exemples, mais sur une fraude complète. C'est-à-dire que même si tu as une com qui est absolument parfaite sur tout plein d'aspects, mais qu'au final tu pues la merde, ça se voit. Enfin je pense qu'il y en a qui arrivent, attention. Enfin tu peux réussir à frauduler un minimum, mais je pense que c'est pas forcément... Je pense que c'est pas forcément un système qui est complètement durable. Et en tout cas à l'heure actuelle, aujourd'hui, peut-être que enfin en tout cas sincèrement je suis de bonne foi en vous le disant. Bien sûr j'ai des exemples de gens qui ont percé juste parce qu'ils sont bons sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas d'exemple de gens qui ont duré juste parce qu'ils étaient bons sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il faut quand même avoir la foi en le fait que ça fait pas non plus tout. Et que si t'es bon, faut assurer le strict minimum là-dessus pour te sortir de ta chambre, au même titre que si t'es naze, t'as beau avoir une super com, c'est jamais complètement suffisant, même si ça peut faire beaucoup quand même. On va prendre une dernière question parce qu'après on va laisser le son pour... Bonsoir, merci à vous tous. Moi, vis-à-vis de l'image, ce que je vois au-delà de l'image, c'est aussi la communication et le message qu'on peut transmettre. Je pense notamment aussi au message politique qu'on peut avoir. J'en profite aussi pour rappeler qu'il y a les élections municipales le 15 et le 22 mars et que aussi vis-à-vis de Paris, c'est-à-dire les subventions, que si on a envie de faire vivre les clubs, la culture, c'est important d'aller voter. Donc ma question, elle est aussi de savoir, pour vous, est-ce que les artistes, est-ce que les médias, ils doivent parler de politique ? Je sais que Victoria, ton média, je le trouve assez engagé, je trouve que c'est super bien. Donc aussi, quelle est la place, surtout dans le monde dans lequel on vit et qui nous attend, quelle est la place à la politique ? Est-ce que les artistes ils doivent s'engager ou pas ? Et voilà, merci. What a question. Moi, je vais être un peu biaisée. Oui, je pense qu'on devrait tous parler de politique et que la fête est politique, c'est essentiel pour moi. Je pense qu'on doit tous parler de nos convictions. Et un artiste qui se dit je vais pas parler de mes convictions parce que ça peut froisser une partie de mon public, c'est un artiste qui se ment à lui-même. Et bien sûr, je ne demande pas que chaque artiste sorte des vidéos très politisées où il doit parler de tous les sujets, où il doit être au courant de tout. Mais par contre, il y a un minimum, c'est d'orienter ton public, de partager parfois certains contenus. C'est le minimum. En tant que média, en tout cas, nous, on le fait beaucoup. Parce que je pense que c'est essentiel, surtout maintenant avec la montée de l'extrême droite, c'est essentiel de parler de ça et ne pas oublier que la rave et la musique électronique, ça revient des milieux queer, des milieux noirs. Et franchement, on ne peut pas oublier ça, il faut le remettre au milieu de la musique. C'est ta dernière phrase, c'est exactement ce que je voulais dire. Je trouve que c'est une honte de dire ah non, la musique n'est pas politique quand on ose jouer de la techno ou de la house qui vient de milieux queer, noirs. Du coup, si tu veux t'approprier ça, en fait, quand même, aie la décence d'ouvrir ta gueule quand ces communautés-là, elles sont dans la merde. Et je demande pas à ce que les pages Instagram de tous les artistes deviennent des pages de médias politiques, mais en fait, il faut quand même, dans les moments graves, oser en parler au moins une fois. Ça me paraît aberrant de ne pas le faire quand on est dans des milieux de musique électronique qui viennent de communautés persécutées, en fait. Et donc, ouais, moi, je suis 100% pour que, en fait, tous les artistes devraient en parler. Et je trouve ça indécent de dire que la musique n'est pas politique, parce que je trouve qu'elle l'a toujours été, surtout dans la musique électronique. Ouais, non, je suis évidemment d'accord avec tout ce qui vient de se dire, et je pense qu'il y a effectivement un strict minimum à assurer, notamment là avec l'approche des élections, que ce soit les municipales et donc dans un an ensuite les présidentielles. Il y a un strict minimum à assurer.
et j'ai pas envie de dire mais, parce que du coup, on connaît normalement tout ce qui vient après le mais, c'est invalidé par le mais, etc. En tant qu'artiste, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il faut le faire le plus tôt possible. Se positionner pour déjà avoir la chance de pouvoir choisir son public, c'est-à-dire que si dès le début tu affiches tes couleurs et que tu marques sur ton front en mode moi je veux jouer pour ces gens-là, et déjà ça épure une partie des gens et puis ça rappelle un petit peu les bases. Mais sans me faire l'avocat du diable, je comprends aussi que justement plus on prend du temps à se positionner, plus ça peut être délicat de le faire pour des gros artistes, et je pense notamment des artistes féminines, parce qu'aujourd'hui on assiste quand même à une... non, je vais dire le terme, on assiste quand même à une colonisation littéralement de l'espace de fête, du dance floor par des communautés qu'elles on veut pas et qui sont complètement contraires aux origines du bail lui-même. Et plus on attend, plus ça peut être difficile de se positionner, parce que plus tu peux te constituer un public que tu vas par la suite te mettre à dos en te positionnant. Donc en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un strict minimum à assurer. Donc voilà, ne serait-ce que élever la voix au moment de moments clés, en tout cas de la politique, si on peut, de notre pays. Et en tant que jeune artiste, poser les bases le plus tôt possible, justement pour pas te constituer un public duquel tu ne veux pas et que tu pourrais par la suite avoir des difficultés à te mettre à dos en exprimant tes positions. Mais oui, parlez. Ouais, moi je suis totalement d'accord avec ce que tout le monde vient de dire. Après, pour ma part, moi si je communique, quelle que soit la notion politique que j'ai envie d'émettre, je le fais en musique ou à travers mes clips, parce que personnellement, moi je fais de la musique parce que ça me fait vibrer, pas parce que j'ai envie de véhiculer un message politique. Et voilà, moi si j'ai des messages à faire passer, ce sera par mes clips ou par mes textes, mais je me vois mal parler d'un truc que je connais pas trop, et surtout de parler de gens que je respecte pas trop, parce que j'ai l'impression que c'est tous les mêmes enculés. Et donc mon dernier clip Legacy, il est clairement politique, mais je me verrais pas forcément faire une interview que autour de ça, alors que c'est un sujet que je maîtrise pas énormément et que je préfère laisser la parole à des gens qui savent, plutôt que moi en tant que petit artiste qui fait de la musique, parce que je fais que ça, moi de la musique je m'intéresse pas à grand chose non plus, même si c'est très important, et que par exemple mon festival que j'ai créé il y a maintenant 4 ans dépend aujourd'hui des gens qui vont aller voter à Saint-Briac, parce que si ça change de liste, c'est sûr et certain que le Beryl Festival n'existera plus pendant 5 ans minimum, parce que l'enculé c'est un facho de merde, et du coup bah voilà. Mais en tout cas le message politique, moi, il est véhiculé par ma musique. Cette table ronde touche à sa fin, on a fait 2 heures tout pile. C'était déjà, merci beaucoup à tous d'être venus. C'est vraiment très très cool, on pensait pas qu'il y aurait autant de monde qui allait venir, donc vraiment c'est très très chouette, c'est génial, on est très contents. Merci aux intervenants et intervenantes d'avoir pris le temps de discuter de tous ces sujets avec nous, on est vraiment très reconnaissants. Merci au Point Éphémère aussi de nous avoir accueillis, merci spécialement également à William, encore une fois le même, pour la captation audio et vidéo. Et donc on enchaîne directement sur des DJ sets jusqu'à minuit, donc n'hésitez pas à rester pour danser. Parlez avec nous aussi, on va rester dans le coin, manger un truc, boire un truc, et voilà. Merci beaucoup.